Salut les gars, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, j'ai pas pu. Non, c'est faux. Je n'ai pas voulu live hier, je dois l'admettre. C'était un vœu, un non-vœu de ma part. Désolé, mais on reprend aujourd'hui. On a pas mal de trucs dont on peut parler, notamment l'arrivée du UK Open, ça va être pas mal. Et ça va, non, ça va vraiment être cool. Franchement, ça va vraiment être cool. Franchement, ça va être sympa, on va bien rigoler, et en dehors de ça, on va avoir l'opportunité. Tac, tac, tac. Donnez-moi une seconde. Mhm, mhm. Ok, c'est bon. On va avoir l'opportunité de regarder quelques games aussi du tournoi qui avancent en même temps, et donc auquel bah, il faut évidemment garder un œil, on sait jamais, donc c'est important. Tu fais le UK? Ouais, je fais le UK, ouais. Je fais le UK, j'avais l'option entre faire le UK et faire deux events, un à Munich et un à Strasbourg. Et c'est beaucoup moins demandant, énergiquement parlant, et aussi en termes de temps dépensé d'aller juste faire le UK Open, qui en plus pour le coup a l'air d'être gros. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait 400 joueurs et que ce soit à peu près la même chose que de faire les deux events côté allemand. Mais au final ça a l'air d'être plus gros que ça, ce qui paraît, il y avait 700 places et quelques, et c'est quasiment proche. Enfin, quasiment plein, pardon. C'est quoi, man? T'as pas eu de galère samedi? Non, samedi, tout est allé parfaitement, hein. Je sais pas, j'ai été à Ultra Jeu, j'ai rigolé avec tout le monde, j'ai passé l'après-midi là-bas, j'ai fait le tournoi, on a tapé un petit peu la balle, on a fait un peu de foot devant UJ. Non, il s'est rien passé bizarrement, je sais pas. Je sais pas, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Est-ce qu'il y avait un gros joueur héros à UJ, c'est vrai? Je sais pas ce que c'est un gros joueur héros, mais il y avait Majin, qui est un créateur de contenu, qui fait du contenu en règle générale sur Iggy, mais pas que. Et ouais, je l'ai affronté. Moi, j'ai joué Radiant samedi à Ultra Jeu. C'était un OTS Championship. Et j'ai fait X1. Il y avait 5 rounds, j'ai fait X1. J'ai perdu contre Hero, qui m'a invoqué Dark Angel à la 3 et où toutes mes magies étaient annulées. J'ai failli m'en sortir, mais ça c'est pas passé loin. T'as pas gagné ta display de Championship de dimanche et putain, t'as cassé une streak. C'est vrai, mais en fait, comme j'y étais samedi J, je pouvais pas me permettre d'aller aussi dimanche à Epita. Fallait que je choisisse. J'ai fait le choix d'aller ultra jeu, désolé. Prochaine fois. Tu fais UK plus Cologne ou que l'UK? Non, je fais que l'UK, c'est mort de faire UK plus Cologne. C'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est trop chiant. T'as pas baissé les yeux? Non, ça va. Au bout d'un moment, j'ai cru que, mais non, Attends, le du banc de players qui doit dire. Ouais, bah non, j'ai pas eu. Mais écoute, tant mieux, ça veut dire qu'il a eu l'occasion de réfléchir à ce qu'il a fait. C'est tant mieux en vrai. Vaut mieux ça comme ça. Ok, bon, les gars, hormis ça, parce qu'en vrai, on s'en fout. Vous préférez qu'on commence par quoi? Moi, j'aimerais bien vous parler un petit peu du UK Open, mais je sais pas si vous avez des events hormis le French Open dans 2 semaines. Merci beaucoup, Jojo, by the way. Bienvenue, enfin, bienvenue. Bonne continuation dans notre communauté, mon ami. 46 mois, incroyable. Et des gens ici sont là depuis très longtemps, hein, les gars, je vous remercierai jamais assez, hein. On peut savoir ce que tu as joué au UK? Ouais, bien sûr. Au UK, je pense que j'hésite entre. Enfin, j'hésite plus. Je vais jouer Radiant probablement. Mais je dis probablement parce qu'on sait jamais. Mais j'ai hésité. J'ai essayé des variantes de Yumi notamment. J'ai un peu repensé à Vanquish, mais j'ai pas eu trop l'occasion de me pencher dessus. Et puis le deck m'a l'air un peu fébrile. Il y avait quoi d'autre que j'ai envisagé? J'ai pas envisagé Dragotail, mais c'est pas un mauvais deck. Ouais, voilà. En fait, je pense que ça reste la meilleure option pour moi, Radiant. Hmm. J'avais prévu de faire le French Open, mais je me suis fait à faire le rush sur MD le week-end. Ok. Ah, le UK Open. Porte fièrement l'étendard des Radiants. J'aimerais bien. Quelle variante de Yami? J'ai testé Yami Azamina, j'ai testé Yami Tribri, principalement. Yami Finsmith, je connaissais déjà un peu. Donc j'ai pas eu trop l'opportunité de. Enfin, j'ai pas eu trop l'occasion de regarder. En fait, on va pouvoir en parler parce qu'il y a eu le YCS sud-américain, dont il faut qu'on discute aussi, hein. Le YCS, hein, parce qu'il y avait quand même. Les gars, il faut respecter, s'il vous plaît. Parce que sinon, sur Twitter, si on dit que les events sud-américains sont moins pertinents compétitivement parlant que d'autres events en Europe ou en NA, attention, nous sommes racistes. Donc, vu que nous ne sommes pas racistes,
S'il vous plaît, ne dites pas ça. Faut pas déconner, les gars, hein. C'est la même pertinence, d'accord? C'est la même pertinence. Bon, ok, il y avait 85 teams. Donc 240 joueurs, ok, d'accord, mais c'est un YCS, d'accord? Ils sont champions YCS. Respectez. Faut respecter, les gars. Vous avez tous bien voté, LFI. Bien. Merci, Benji. Ah, les gars, j'espère que vous avez voté au municipal, hein. Peu importe ce que vous avez voté. 250 joueurs, non. Ouais, 250 joueurs, gros YCS. Attention, de la grosse compétition. On est sur la bonne lignée avec Sydney, là. Sydney, gros YCS aussi, hein. All regions are equal, hein, évidemment. Du coup, bah, ouais, on va pouvoir regarder un peu les résultats de ce YCS-là. Alors, évidemment, je suis sarcastique, mais en réalité, il y a de bons joueurs aussi, comme dans tous les tournois. Mais tu sais, quand je vais UJ, des fois, il y a des très bons joueurs aussi. Est-ce que ça veut dire pour autant que le tournoi est difficile? Pas forcément. Mhm. Non, mais en gros, faut aussi prendre en compte que il y a des bails aussi. Donc en gros, tu vois, là, c'est le nouveau système de runes. Donc par exemple, normalement, nous, quand on fait un YCS, bah voilà, il y a 15 runes et tout. Là, il y avait 10 runes. Bon, ok, d'accord. C'était un top 8. Il y avait 80 et quelques teams. Donc c'est-à-dire que le top 10% de la salle était dans le top cut. Mhm. Il y a des X3, des teams X3 qui sont passés dans le top cut. Du coup, ça fait qu'en gros, si tu faisais 7-3, tu passais. Et il y a des teams qui avaient deux bails. Donc il y a des teams qui, par exemple, faisaient que 8 runes. Donc il y a une team, par exemple, qui a fait top 8, cet event-là. Ils ont fait 5-3. Donc à peu près 50% de win rate dans un WCS. Et du coup, tu passes en top cut. Du coup, bon, bah, en vrai, non, moi, je suis d'accord avec eux, hein, les gars. Quand tu fais 5-3, je pense que tu mérites vraiment de passer en top cut de WCS. Et, euh, et ouais, je pense qu'il n'y a aucun problème du tout avec cette organisation d'événements et que effectivement quiconque prétend l'inverse est officiellement raciste, les gars, officiellement, ça a été écrit, hein. Donc voilà. Parlons réellement de l'event parce qu'il y a malgré tout des choses intéressantes à regarder, notamment la représentation, certaines decklists, etc. Tac, hop. Puis c'est bien, c'était bien stream aussi, hein. Ça fait plaisir. Jessie, ça donne son bail à toute l'équipe. Ouais, par exemple. Hum. En gros, tu vois, c'est comme si genre non, en vrai, je peux pas faire de parallèle. 5-3, bah ouais, bah 5-3, c'est comme si en gros, tu vois, après mon day 1 de YCS, là en gros, j'ai gagné le YCS. En gros. En gros. Ouais. C'est fou. Notre nation devrait faire 3 fois plus de joueurs. Mais enfin bon, peu importe, peu importe. 13 fois. Oui, c'est plus proche de 13 fois. Ok les gars, venez, on reste concentrés, c'est pas très important de toute manière, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. C'est juste pour montrer à quel point est-ce que malheureusement le discours il est ridicule. Et évidemment, ne vous faites pas avoir, il y a trois types d'opinions. Il y a l'opinion objective, ok. Après, peu importe quelle est l'opinion en question, mais en tout cas objectif. Et ensuite, il y a la variante subjective. T'as celle des Sud-Américains qui évidemment défendent leur circuit compétitif et ils ont raison. Je pense qu'ils le font un peu maladroitement. Et t'as celui des Nord-Américains qui essaient de donner de la valeur à leurs résultats là-bas et donc défendent le niveau de l'Amérique du Sud. Et après, t'as ceux qui avaient un avis et qui se font écraser par la masse et qui du coup changent leur avis. Ça, c'est encore un autre type. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Blablabla, blablabla. C'était quelle date? C'était le 14, Team YCS. Donc là, c'est bien parce qu'on a du coup les decks de toutes les teams du top 8. Donc ça fait plaisir. La liste de trip de sa victoire régie aussi. Bah après, la liste de trip de sa victoire, c'est un peu ce qu'il joue dans le tournoi, non? J'ai vu qu'il avait gagné avec Yami 60 cartes en gros, avec plein d'engines dedans. WCQ à 550 joueurs avec le joueur OTP Gemini qui top encore, il me régale ce mec. Il y a un WCQ à 550 joueurs? Putain, on regardera. Alors du coup voilà, donc là il y a des archétypes qui ont été joués, Jesse Cotton était sur Dracotel évidemment, Patrick Oban et Chris Leblanc étaient sur Yumi, Tribri, Radiant, deck qui est je pense déjà disponible, la deck profile est déjà disponible, peut-être pas de cette liste là, mais de celle qu'il a joué un week-end avant, Christopher Leblanc. Pour moi honnêtement c'est pas un deck qui réellement est exceptionnel, je pense qu'il y a un gros problème de composition de main. T'as beaucoup d'engine requirement parce que tu multiplies celles de plusieurs archétypes. Les Tribrigades sont pas hyper bons non plus parce que à Hard Draw, je parle en tout cas en second.
Et les Yummy en second sont pas exceptionnels non plus, je parle des petits, genre Marshmallow, Cookie et Lodipo. Il me semble que lui il joue une variante de Yummy Radiant Tribri qui ne joue pas Crocea, ou alors qui en joue qu'une seule, genre avec pas beaucoup d'engine requirement du côté... pas beaucoup de ceiling du côté Radiant, vraiment une version avec des end-traps et tout. On peut retrouver sa liste normalement, si je la cherche, normalement je dois pouvoir la trouver. Alors, Tribrigade, Radiant, Yummy. Donnez-moi une seconde, je vais essayer de la retrouver. Alors, est-ce que je peux la retrouver sans la vidéo? C'est juste comme ça, c'est plus rapide à consulter pour nous. Voilà, donc ça, il avait fait top 8 à Providence avec ça. Donc j'imagine que c'est une liste qui est un peu dans le même genre. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense du coup? Il joue le ceiling Tribri, notamment avec Nerval, qui n'est pas obligatoire. Il y a la liste d'Oban sur la chaîne de Leblanc. Ah, donc ils ont, donc c'est probablement. Est-ce que c'est ça la liste ou pas qu'ils ont joué, les gars? C'est quoi l'avantage de cette version de Yumi par rapport à Yumi Pure ou Radiant Pure? Ah, ça, on en parle juste après, si tu veux. Ils sont passés à cette quick play, Typhon plus piège. Ok, bah, il faut que je regarde la liste alors. Autant regarder la liste alors. Du coup, ils sont passés de ça, qui est une version moins radiant, à une version plus radiant. Si je tape ça. Oban jouait que les deux kits, pas d'autres tribrigades. Ah, donc vous voyez, au final, ça veut vraiment dire qu'il est bien passé de cette version-là, que j'allais un petit peu critiquer en disant que pour moi, c'était vraiment très mauvais, parce qu'en fait, les cartes Radiant sont tes meilleures options de second dans des boards, le fait d'Ardre des MST plus des cartes Radiant, et en fait, les cartes Yumi et les cartes Tribri ne sont pas très bonnes dans des boards, et là, en fait, tu joues un deck qui est vraiment catastrophique en second, ou probablement que pour faire top 8 à ce Regio, il a dû avoir un peu de réussite, et bon, ça fait partie du jeu, mais voilà. Mais du coup, il est passé sur une liste qui, déjà, paraît, de ce que vous me dites, a l'air d'être un peu plus pertinente malgré tout. Hop, on va essayer d'écouter ça. Let's go. Nice. Et après, on va parler, on regarde vite fait la liste, et après, je vous dis un petit peu ce que je pense du deck dans l'idée. La liste de Trif, c'est effrayant, je sais pas si je dois jouer la même chose ou rester loin et être terrifié. Ouais, la liste de Trif, c'est un peu, ça fait peur, ouais. Here. Ça vaut quoi le louche? So what deck did you play? I played Yummy. Bon, alors lui, évidemment, les gars, voilà, hein. C'est... Je vais même pas dire, je vais rien dire. Je vais rien dire. Mais c'est pas quelqu'un de très sympa. En tout cas, sur certaines opinions. For the Radiants, I played a pretty big package of them. I played triple. Alors. I played a pretty big package of them. Donc, je sais pas si Chris joue la même chose que Oban. Je sais pas. On va voir. Swin. It's a really good starter. And Il va nous décrire les effets des cartes, j'ai envie de mourir. with the extra deck, you just have so many bridges that one of these turns into everything. En termes d'ennemis, je préfère largement le joueur chilien. Pas de chaud. All of it. And you can do it without normal summoning too. I also Ah, il avait déjà montré des cartes, j'avais même pas vu. Désolé. for the Radiant. Il joue quoi en Yumi? Donc il joue Marshmallow à 3. One Lollipop. Pour moi, tu vois, par exemple, en gros, en fait, t'as tellement de variantes de Tribrigami possibles que c'est difficile d'établir ce qui est le mieux ou pas. C'est une cohérence globale. Moi, ce que j'aime bien dans Tribrigami, c'est la partie radiant du deck. C'est pas le reste. Parce que le reste, je trouve que c'est très mauvais en second. Et je trouve que c'est non nécessaire en first. En fait, l'idée avec ce deck, c'est que. Je trouve, hein, c'est que tu te rends beaucoup moins sensible aux end-traps basiques, genre les Veilers, les Impermes, les trucs comme ça, parce que tu développes du ceiling et t'as plus de cartes d'engine dans ton main deck. Donc t'as plus de lignes de play dans ta main et elles vont plus loin, donc en gros, bah, t'es moins sensible aux end-traps, tout bonnement. Le problème, par contre, c'est que, bah, du coup, vu que t'as plus d'engine dans ta main et que t'as plus d'engine dans ton deck, et que t'as plus d'engine requirement dans ton deck, bah, en second, t'as des compositions de main qui sont pas agréables, voire très mauvaises, et où en fait, si tu veux pouvoir gagner des games, bah, il va falloir que tu fasses un choix sur quels engines tu veux jouer ou pas. Et pour moi, les cartes Yumi, typiquement, bah, c'est des cartes qui sont pas exceptionnelles en second, voire très faibles, et c'est justement celle-ci que tu dois aller essayer de cut, alors que les cartes Radiant, à l'inverse, elles, pour le coup, sont des très bonnes cartes de second, dans des boards, ou en tout cas bien meilleures. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que j'aurais pioché plusieurs Yumi,
en second, c'est perdre la game instantanément. Et donc, personnellement, j'aurais tendance à en jouer beaucoup moins. Genre 1 maximum. Genre un marshmallow, un cookie, un lollipop maximum et encore. Cookie. And then everything bridges into yummies. So I don't think Je vais aborder. En vrai, je me disais que j'allais revenir sur ce que vous disiez après, mais en vrai, je suis obligé de le prendre en même temps parce que vous parlez, vous participez beaucoup. Bah, tant mieux, hein. Mais sinon, je vais avoir trop de trucs à dire en même temps. Donc, c'est quoi l'avantage de cette version Yumi par rapport à Yumi Pure ou Radiant Pure? Bah, en fait, c'est. Donc, par exemple, Yumi Pure, c'est quoi? Yumi Pure, c'est un deck qui ne subit pas énormément les end-trap parce que ses lignes de play sont assez end-trap proof, notamment avec Capsi, pardon. Va jouer autour de une quinzaine, une vingtaine d'engines, et après, vu que son engine elle est faible en second, bah, il doit jouer d'entrap. Ça, c'est Yami pur, on va dire. Yami pur qui n'existe plus, hein. Aujourd'hui, c'est forcément joué soit avec Finsmith, soit avec cette version-là, soit avec les Azamina, bref. La version donc, Radiant pur, à l'inverse, c'est tout l'inverse. C'est tu vas jouer. Bon, récemment, tu essaies de jouer un peu plus d'engine parce qu'il y a beaucoup d'entrap. Tu vas jouer autour de 20-25 engines. Et à côté, tu vas aller jouer des board breakers parce que c'est ce avec quoi ton engine se perd le mieux et parce que t'as pas assez de free spot pour jouer beaucoup d'entrap. Voilà, donc ça c'est Radiant. Et Yami Tribri Radiant, c'est une tentative d'avoir un meilleur first que Radiant, en tout cas dans les entraps conventionnels. Et en second, enfin overall, d'avoir plus de ceiling, la capacité à ce que tes radiants et te mènent à des plays qui font plus de choses au global pour pouvoir remonter des boards ou quoi. La problématique, c'est que tu perds de la place, et au-delà de perdre de la place, bah, genre, tu perds de la qualité en termes de cartes dans ton deck. Du coup, bah, tu te retrouves dans une situation où, genre, souvent en seconde, t'as des mains pas très exploitables. Voilà. Et par contre, en first, c'est probablement meilleur. Et encore, ça dépend, parce que quand tu sens ton deck sur les capsicum, enfin les cookies, les yummy comme ça, bah en fait, ton deck il devient sensible à Fuva, un peu plus à Purulia et tout, alors que moi je pense qu'une version plus centrée sur les radiants, ça joue mieux autour des Charmy au global. Donc ouais, beaucoup de yummy comme ça, je suis pas fan, piocher plusieurs yummy, pas fan, etc. Alors, trop long, Komo, trop long, c'est trop long et pas le sujet. Désolé. Je peux pas aborder ça maintenant, c'est pas du tout le sujet. Blablabla. Le fait que je puisse faire Camellia, dans ce cas, tu joues un engine minimum, genre Finsmith. Ouais, c'est vrai que si Camellia est dispo. Quelqu'un qui avait parlé de Camellia. Qui avait parlé de Camellia? Blablabla. Bon, bref, mais en tout cas, effectivement, s'il y a Camellia de dispo, je pense que ça change la manière dont le deck est envisagé parce que tu as le droit d'enlever des cartes Tribri, tu as le droit de plus les jouer et de te dire que ce qui va faire le bridge entre les Radiants et les Yami, c'est tes cartes Sky Striker. Donc Camellia qui prend deux monstres, qui envoie une carte, qui se transforme en Kagari, qui récupère une carte, qui part sur les play Yami. Et en fait, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir une meilleure qualité de composition de deck au global, mais en même temps, ça te fume un aspect assez important du deck, qui est le sealing qu'apportent les Tribrigades, qui est pour le coup assez important pour la construction de board en first, mais aussi pour remonter des boards en second. Donc moi je pense que ce sera meilleur, c'est sûr, mais ça n'a pas que des bons points. Du coup, pourquoi pas jouer juste Radiant? Et au pire, si tu veux remonter ceiling, alors tu diminues au max max. Ouais, je pense que c'est les deux options les plus pertinentes, je pense. Par exemple, je commande, ouais. Elle sort mi-avril, Camellia, en Europe. Ok. Et pour répondre à Comoros, les cartes, les gens qui jouent. Des gens qui jouent. Merde, comment ça s'appelle? Vision dans d'autres decks, bah. Y a rien à y penser, c'est juste. Des fois c'est nécessaire, c'est tout. It turns into like the yummies, radiance, tri brigades, all of it. And you can do it without normal summoning too. Ok, bon. Donc là, maintenant, moi, tu vois. Ah, il joue que deux Eldam. Ok.
This one's a little bit worse than Swin, but I cited the third just for when I go first as well. Ok, Then for the là c'est effrayant là ce qu'il me propose. Hein. Quand je dis c'est effrayant, c'est catastrophique. 3 Ash, 3 Bell, 3 Veiler, and 3 Imperm. Je vais laisser tourner parce que c'est dépressif. Ça me fait vraiment, je suis en dépression quand je vois ça. En fait, tu sais, des fois, genre, t'es là, tu vois, genre, t'es là, tu te casses la tête, t'es en mode, bon, bah, genre, je réfléchis à, genre, quelles sont les meilleures options, en règle générale, genre, dans le jeu et tout, tu vois, même tu réfléchis pour toi, ok, qu'est-ce que je peux jouer et tout, tu traînes des trucs et tout. Et ensuite, tu vois que, genre, des gens font des résultats et t'es en mode, ah bah, ok, je vais aller écouter, genre, leur point de vue et tout. Et en fait, t'entends, ou genre, t'es témoin de choses qui sont catastrophiques et tu comprends qu'ils ont été sélectionnés au hasard par le dieu du Yu-Gi-Oh! Et ça fout le seum, genre. C'est pas même pas que ça fout le seum, c'est que c'est relou parce que c'est en mode, bon bah, genre j'aurais bien aimé apprendre quelque chose ou même juste pouvoir vous communiquer quelque chose, mais là, vraiment, son deck, c'est genre. C'est vraiment genre. C'est vraiment mauvais, genre. C'est vraiment mauvais. Genre en gros, bah, genre voilà, son deck, c'est je joue 12 Entrap plus Fuva. En go second, j'espère piocher 2 Entrap ou résoudre Fuva. À côté, je joue 2 engines qui se mêlent l'une à l'autre. Mais en réalité, genre, c'est pas, y a rien de pertinent quoi. Merci beaucoup Neosky. Bienvenue Fluton. Ok. Voilà, donc voilà, il joue un peu plus de Ceiling Radiant. Je vais voir si je joue Crossé à main ou pas. Ok, donc ils ont Camélia, donc il joue le bridge et ensuite surprise terrain. Donc il joue ni Crossea ni rien du tout. En fait, son deck c'est un deck Yumi, mais il joue les Radiants au lieu de jouer une autre sub-engine dedans. Et en l'occurrence, en termes de Radiant, il joue 5 petits noms, plus 7 spells, plus. Ouais, 7 spells, et c'est tout. Donc il joue 12 cartes Radiant, plus il jouait, il nous a montré 8 cartes Yumi, plus 2 Engine Requirement Yumi. Donc ça fait 10, 22. 22 plus Mandate 23. J'oublie quoi, les gars? 23. Il jouait combien d'MST? J'ai pas vu. Donc 23. Après, il y a 12 Entrap, 3 Fuva. Donc ça fait 38. 38. Et ensuite, t'as les deux cartes. C'est pas possible. Combien d'MST on a vu, les gars? 2 MST? Donc il joue à plus de 40, il joue à 42. Si je dis pas de conneries. The reason I played the Radiant Trap is because it makes your play a lot better in Nafua. Like if you have, let's say, one of these and a Yummy name. En fait, sans Crossea, sans Megala, sans Phoenix, sans Vortex, en fait, genre, tes plays ne sont pas bons dans Fuva, un peu quoi qu'il advienne, malheureusement. C'est pas assez bon. Après, quand tu joues contre un joueur moyen ou moyen moins, peut-être que ça passe, mais genre en gros, par exemple, tu vas démarrer Eldam, vas-y, je vais prendre un meilleur exemple. Un exemple qui est bien, qui est un peu meilleur dans Fuva. Tu démarres Champ. Tu vas faire Champ. Dans son deck, c'est meilleur de démarrer Champ. Tu vas faire Champ, Champ add Eldam, Spé Eldam, ajoute Sven, Spé Sven, ajoute Vision. Ok. Le gars, il go Fuva. Ok, tu montes lien 2 add MST, t'actives Vision, tu pioches 2, tu défausses 1, et vu que t'as démarré Champ, t'as la discard de Vision, plus Champ au cimetière, du coup tu places Mandate, tu fais Mandate draw 1. Donc t'as pioché au total 3, t'as discard probablement soit le MST que t'avais pioché, soit une autre Quick Spell, en tout cas c'est l'objectif. Et en piochant 3, t'espères avoir accédé à tes Yumi hard draw, ou en avoir déjà, de préférence un Capsi, parce que ça te permet de donner moins de pioches sur Fuvalos. Là t'es à une draw sur Fuva, si t'as accédé à Capsi, tu vas faire quelque chose comme Norm Capsi, effet, tu vas ajouter Vision, surprise, tu vas faire lien 1, place terrain, terrain reborn Capsi, pass turn, et en 2 draws, t'as Snatchy plus un Yumi on board, et t'as Mandate up avec probablement 1 à 2 MST. Merci beaucoup Neosky, bienvenue à Zwin. Merci Neo. Et donc en gros, bah t'es dans une situation un peu de merde, ou enfin, moi que je trouve qui est un peu, genre qui est pas incroyable, où en gros, bah, genre cette MST Mandate, c'est la grosse majorité de ton board, parce que Snatchy plus un niveau 1, c'est très très faible, et t'as quand même donné 2 pioches à l'adversaire.
Et moi, je trouve pas ça dingue, honnêtement, sachant que c'est toujours sensible au N-Trap malgré tout. Pas mal de breakers qui font énormément de diff sur ce board-là. Les cartes comme Droplet, mais aussi juste des cartes comme Imperm ou quoi, ça va forcer directement des interactions. Ça dépend contre quel deck tu joues, en fait. Si tu joues contre un deck qui se débrouille bien dans les semi-boards, ça passera jamais. Si tu joues contre un deck un peu faible, ça peut passer. Donc c'est ça, lui, qui l'explique en disant que Mandate aide face à Fuvalos. Give them 2 draws, end on the radiant stuff, and like cookie. Et en fait, la différence entre genre le fait que pour eux, ça paraisse bon et le fait que chez nous, par exemple, ça paraisse pas forcément bon, c'est parce qu'en fait, déjà, il faut se rendre compte que ça n'arrive jamais, ce que je viens de décrire. En fait, c'est soit tu vas jouer en théorie contre un deck qui joue des N-Trap, et donc du coup, après le Fuvalos, et avec les deux cartes qui pioche, c'est sûr qu'il va te N-Trap de nouveau, donc peut-être empêcher l'accès à la surprise sur le Capsi, ou alors empêcher la lien 2 de se résoudre, et donc t'as pas ton MST, t'as pas la Mandate, t'as pas la Down Mandate, etc. Ou alors il va t'N-Trap dans les premières steps radiant, et du coup tu vas te retrouver à être un peu embêté en fonction de ta main et tout. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et derrière, si tu joues pas contre un deck qui joue d'entrap, tu joues forcément contre un deck qui joue beaucoup de push. Et dans ce cas-là, ce board-là, il est souvent pas suffisant. Un Fuvalos, ça peut aussi amener un deuxième Fuva ou d'autres choses. Et c'est juste très chiant en global. Et en fait, la différence sur pourquoi est-ce que eux ils le perçoivent comme étant plus positif que chez nous, c'est parce que c'est ma théorie, c'est le niveau moyen est beaucoup plus faible et en fait, ces genres de semi-board là, ça gagne là-bas. Ça gagne parce que le joueur en face, même s'il a une main qui est censée gagner, il va faire n'importe quoi. Les gens ils apprennent à jouer avec les spreadsheets et genre c'est le Yu-Gi-Oh très combo-ish etc. Où en fait quand le gars il arrive au tournoi, le joueur moyen là-bas, il connaît sa loupe, ok, il connaît comment son deck s'articule, mais il n'a aucune idée de comment genre rentrer dans un board ou quoi. Dès que tu le déstabilises un petit peu, que tu le mets dans une situation qu'il n'a pas l'habitude de voir, bah, en fait il fait d'énormes erreurs. C'est pour ça qu'on voit très souvent là-bas des decks qui ne fonctionneraient pas en Europe, fonctionner au NA, et à l'inverse par contre des decks qui fonctionnent en Europe fonctionnent au NA, tu vois. Et c'est ça la différence. De draw, ouais, bah après voilà, Super Police c'est un exemple très, très hardcore, mais dans l'idée. Number of hand traps, so the deck ends up being pretty good in Bon voilà, et après le game plan de seconde dans un deck comme celui-ci, il est quasiment inexistant, mais je vous invite à le tester chez vous, c'est très, très bof. Après attention, ce genre de système-là, souvent ce que ça fait, c'est que ça te crée quand même un meilleur first, parce que tu fais des concessions de second, en partant du principe que ton objectif c'est de gagner contre le joueur moyen. La différence c'est que en NA, le joueur moyen c'est plus simple de gagner contre, en Europe c'est plus difficile, et c'est là où du coup en Europe, t'es dans une situation où c'est plus dur de faire des résultats sur le moyen long terme, genre je parle de manière constante, parce qu'en fait, tu es dans une situation où bah, les concessions que tu fais sont beaucoup plus difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Te punissent beaucoup plus. for the Fulas. Then played. Cards are really good against Rico Tail in this deck because it pairs with like so many cards that compare with MST, which deck I've ever played. Voilà, après, c'est bon, c'est une liste assez basique. Ah, il joue combien d'Illusion Gate? Yeah, this card's really good. It's for the mirror. And then 2 Illusion Gates. Donc voilà. Donc après, bon bah voilà, c'est pas. Voilà, c'est un deck assez basique entre guillemets dans la construction. Du coup, pour moi, ce Tribri Yami là, c'est pas celui que je trouve comme étant le meilleur au global. Mais si je devais le mettre sur la range des Tribri Yami, c'est celui du milieu. C'est pas le très Tribri Yami, c'est pas le très Radiant, c'est l'entre-deux où tu joues Mandate, mais tu joues pas forcément d'autres pièces de l'engine et tout en plus. Merci beaucoup, Franck. Là, il joue beaucoup d'Axa MST, il joue beaucoup de Quickspell, il joue pas mal de cartes Radiant au global, donc il joue un gros package Radiant, mais pas le très gros package Radiant. Ouais, c'est ça la différence. C'est lequel que je trouve le meilleur. Moi, je trouve que le plus pertinent au global, c'est celui qui ressemble le plus à Radiant tout court, parce que je pense que c'est le meilleur en second, tout en ayant le meilleur plan versus Fuva Game 1. Parce que je ne crois pas en ces 12 entraps plus Fuvalos. Je ne crois pas en ces 12 entraps plus Fuva. Du tout, du tout, du tout. Après voilà, c'est des points. Bon, c'est. Voilà. Après, bon, l'extra deck, c'est un extra deck basique, hein, y a rien à dire. Du coup, il joue pas Nerval, donc il joue qu'un seul Shureg, ok. En fait, il faut faire de la place un petit peu pour le bridge. Tu vois, au final, il joue quand même les Tribri, alors qu'il joue les Sky, tu vois. Donc au final, moi c'est ce que je décrivais juste avant, où en fait je pense que ce deck-là, genre dire que les Tribris sont le point négatif du deck, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce deck-là est joué, ce sont les Tribris. Je pense qu'après les Sky, la plupart des gens ils joueront toujours
les Tribris dans le deck juste parce que ils veulent cette Step Mauser qui... C'est ce qu'ils recherchent en jouant ça en fait. S'ils s'attendent à se taper beaucoup de Radiant avec plus d'accès à MST, ça peut se comprendre. Je pense pas qu'ils s'attendent à se taper beaucoup de Radiant, c'est pas la question. Je pense pas que Radiant soit très représenté là-bas, plus Radiant du tout même. Ok, donc ça du coup c'est pour la decklist de Oban. Je sais pas du coup si Chris joue la même chose ou pas, c'est possible qu'il joue pas la même chose. On l'aura plus tard probablement la liste. Du coup ouais, la team qui a gagné, Leblanc, Cotton, Oban, pas très choquant honnêtement, hein. Quand tu regardes les autres teams, bah c'est pas choquant que ce soit eux qui aient gagné. Sachant qu'ils commencent sur 2-0 avec les bails de Jesse, en gros ils ont... Je sais pas quel score ils ont fait à l'issue des rounds, mais ils ont juste à faire 5-3 pour accéder au top cut. Et après ils ont 2 games à gagner, donc c'est... Enfin, 2 games à gagner, se retrouvent en finale, tout peut se passer quoi. Et voilà, après il y avait cette équipe-là, avec Raphaël Reich, Juan Mateo Augusto, Andrés David, Andrés Torres quoi. Et ouais, bon bah, pas grand-chose à dire. Je sais que Raph il jouait Vanquish, moi je suis pas convaincu par Vanquish, mais objectivement ça fait des bons résultats récemment. Honnêtement, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Je pense que c'est un deck, ça peut être ta journée ou non, en fonction vraiment des ranges que t'open, parce qu'il y a des cartes qui sont très très fortes et t'as des cartes qui à l'inverse sont assez faibles en même temps. Genre si toute la journée tu démarres avec des Mad Love et tout, t'as pas la même, c'est pas le même, c'est pas la même journée que tu vis que si tu démarres avec des Razon et des Steaks. Donc ouais, pas fan moi de mon couche perso, mais je comprends ce que le deck fait de bien. Et puis il faut savoir aussi que dans un environnement de 3v3, c'est très différent en fait. Tu peux accepter un peu plus de d'aléas parce que c'est réduit par le fait que vous soyez 3 joueurs et que vous affrontiez en moyenne des joueurs moins bons que vous. Et donc en fait, bah t'as juste à gagner 2-1, tu peux perdre. C'est comme si tout d'un coup, en gros, t'avais le droit de perdre un BO sur 3, tu vois, en plus, et que pourtant tu restais invaincu. Parce qu'en fait, chaque match peut. Enfin, chaque round peut y avoir un de tes teammates qui perd et tu peux quand même gagner la round. Donc c'est utile. Voilà, après moi, ça je connais pas du tout. Hmm. Ah si, si, lui je connais du coup. Non, je sais plus c'est lequel que je connais, lequel que je connais pas. Si, 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 eux je connais. Bah ça c'est Pancho justement. Bon, lui c'est un joueur Yami. Là par exemple, il jouait une version... Il a joué Yami toute la saison, là il jouait une version Yami Finsmith avec beaucoup beaucoup d'entrap. Je sais que ça jouait Ogre et tout. Perso, je trouve vraiment pas ça dingue, mais c'est un peu la seule manière que t'as de jouer Yami Finsmith aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment blinder d'entrap parce que c'est la force de ton deck. Je pense que Yumi Finsmith est meilleur que Yumi Azamina, très sincèrement, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'on l'a survendu comme d'habitude, mais en gros, bah, ça profite d'une meilleure line-up de non-engine, parce que t'en as un peu plus, et parce que tu peux jouer Purge, ce qui change absolument tout. Je pense aussi que les cartes Finsmith sont des meilleures cartes dans un board que les cartes Diable, Azamina et tout, parce que même si c'est pas dingue, ça reste meilleur. Je pense que je pense que dans l'établissement de board en first, c'est moins bon, mais que c'est pas nécessaire de faire un truc aussi abusé pour gagner des games, loin de là. Et derrière, et ouais, voilà, je pense aussi que ça a la meilleure capacité post-side à s'adapter, puisque t'as plus de non-engine dès le main et tout. Ogre pour taper Witch Deception. Entre autres, ouais, entre autres. No Thrift, no diff, Insane le nom de team. Ouais. Après, le problème, c'est que voilà, bah, eux, par exemple, pareil, ils avaient 2 bails. Bon, bah, ils ont fait 5-3, ils sont passés en top 8 parce qu'ils avaient le meilleur tiebreaker, parce qu'ils avaient 2 bails, et voilà quoi. Donc, ça a pas la gueule que ça devrait avoir. Après, je les connais les trois, et les trois, je les adore, hein, mais c'est juste, faut dire les choses, que ce soit des gens qu'on aime ou des gens qu'on n'aime pas, tu vois. Voilà, voilà. Bon, ça, je connais pas, je sais pas ce qu'ils jouaient, ça, je connais pas, je sais pas ce qu'ils jouaient. Je sais pas ce sur quoi ils étaient, les trois. Je sais pas du tout sur quoi ils étaient, pour le coup, les Américains. Je saurais pas demander. Je connais pas. Je connais Franco Persano, assez bon joueur. Mais je sais pas ce qu'il jouait. Et là, on a du Dracotel et du Yumi. Ce qui était dans le top 16. Bizarre, je sais pas pourquoi ils ont inclus un top 16. Mais ok. Blablabla. Toi, tu jouerais un seul marchement avec beaucoup de radiant? Bah, c'est pas. Moi, je jouerais pas ce deck, mais si je jouais ce deck, je pense que je jouerais une version avec plus de radiant, oui. Je pense que c'est meilleur vraiment au global. Maintenant, voilà, honnêtement, ça reste pas dingue, hein.
Bon, comme ça, à vue d'œil, j'ai l'impression que les variantes de Yami étaient quand même beaucoup représentées et ont fait des bons résultats. Tu regardes notamment là le top 4 des decks qu'on connaît, en tout cas, ça a l'air d'être majoritairement du Yami. Ce qui n'est pas étonnant, je trouve, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, je pense que quand tu sais pas trop à quoi t'attendre dans un tournoi, jouer un deck qui joue beaucoup d'entrap, ça rassure beaucoup les joueurs en règle générale. Et donc, c'est un deck qui va avoir tendance à être beaucoup plus sélectionné. Euh, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que c'est le plus simple à prendre en main, c'est le plus simple à bien piloter pendant tout un tournoi, parce que le deck il est très peu complexe. Et tu rajoutes à ça le fait qu'aujourd'hui le format il est très wide, donc c'est très compliqué de cibler un deck. Et donc en fait Yami s'en sort bien entre guillemets, les variantes de Yami, parce que bah genre si tu cibles pas Yami, c'est difficile de le battre au global. Tout comme si tu cibles pas Dracotel, c'est difficile de le battre et tout, mais Dracotel il est toujours dans l'œil un petit peu. C'est toujours un peu un format qui construit autour de Dracotel Radiant, alors qu'en réalité il y a de plus en plus de variantes de Yami, de plus en plus de Vanquish, mais ça va prendre du temps avant de tourner réellement, tu vois. J'ai l'impression que Purga c'est meilleur que FIFA dans beaucoup de match-up. Bah dans lesquels? Alors, parce que du coup, pas dans Dracotail, pas contre Yami, pas forcément contre Vanquish, uniquement contre Radiant en fait, au final. Hum. Je sais que Trif il a un tweet sur le nom de team, il a dit bah, il semblerait qu'il y ait quand même une diff. Le nom de team c'est genre, il n'y a pas de Trif mais il n'y a pas de différence, et au final, bah, il y a peut-être une différence, ouais. Nanana. Ça vaut quoi, Rafa? Est-ce que tu préfères pour le jeu qui est un format avec beaucoup de decks différents qui sont plus ou moins le même niveau, ou est-ce que tu préfères des formats un peu plus classiques avec 3 decks au-dessus qui sont beaucoup plus représentés? Bah, je sais pas, c'est difficile. Moi, si je donne mon avis très subjectif, je préfère la deuxième option. Et après, si je tente de donner un avis objectif, je pense que c'est mieux pour le jeu en règle générale qu'il y ait un nombre de decks vraiment pertinent dans un format limité. Parce que, en fait, aujourd'hui, cette représentation très diverse que l'on associe avec quelque chose de positif parce que les gens peuvent venir et jouer un peu ce qu'ils veulent et voir des choses différentes et tout, et soi-disant ça fait plaisir aux joueurs casual, mais en fait ça fait plaisir aux joueurs qui ne jouent pas. Mais aux joueurs qui jouent, c'est une galère parce que moi je connais beaucoup de gens qui n'ont pas forcément énormément de temps à mettre dans Yugi, mais qui souhaitent quand même jouer et qui aiment bien le jeu. Et en fait, ils arrivent dans des events, ils connaissent genre 3 decks sur les 15, et bah, genre, c'est du coup, ils se retrouvent dans des situations où, en plus, avec cette nouvelle règle du time, bah, c'est difficile en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tous les decks du format, même, alors que même ils jouent quand même assez à Yu-Gi-Oh! Et c'est compréhensible parce qu'il y en a vraiment énormément. Et donc, ouais, je trouve que c'est pas ni très agréable de se préparer dans ces conditions, enfin, ça pourrait l'être plus en tout cas, ni que c'est hyper pertinent, ni que ça a forcément des bons aspects. Ils étaient en X3 à la fin du Day 1, ils ont flawless jusqu'au top 8. Bah c'est bien, tant mieux pour eux, mais c'est juste qu'après, il faut bien montrer qu'en gros, bah en fait, il faut savoir qu'à Yu-Gi-Oh! Quand t'as des bails, c'est le tie-break le plus haut que tu puisses avoir. Donc en fait, imaginons qu'il y ait, genre, je sais pas moi, 2 teams sur 8 qui passent en X3, indépendamment de quand est-ce qu'ils ont perdu, contre qui ils ont perdu et tout, la team qui va avoir des bails aura le meilleur tie-break, quasiment à chaque fois. Et donc ils passeront à chaque fois. C'est ça, de laisser 150 deck job aussi, c'est relou. Ouais, mais après, c'est une stratégie commerciale de leur côté, où ils savent que le jeu, il est difficile à prendre en main, difficile à ajouter à son quotidien, et donc ils essaient de le rendre le plus simple possible, en faisant en sorte que quelqu'un qui n'est pas joué depuis longtemps puisse revenir avec son deck quoi qu'il advienne, tu vois. J'ai l'impression que c'est une volonté de leur part. Moi, je trouve pas ça forcément comme étant la meilleure option, mais je comprends un minimum. Je parlais pas des bails, juste de l'histoire avec Trif. Ah oui, oui, bah voilà, oui. Donc voilà pour répondre du coup. Voilà pour ce OCS un peu du coup sud-américain, malheureusement, bah il n'y a pas de... Je sais, peut-être il y a un coverage écrit, vous savez s'il y a un coverage écrit ou pas les gars? Moi franchement je crois, j'ai pas vu de coverage écrit, c'est sûr que ça n'a pas été stream. C'est dommage, non? Ça aurait fait plaisir de voir un petit stream, même juste comme ça a été fait à Sydney. Je pense qu'on aurait vu des belles games, des choses intéressantes, où on aurait pu se faire un meilleur opinion sur la gueule un peu du tournoi et tout, ça aurait été agréable. Mais bon, c'est pas grave. On sait qu'on a le UK Open qui arrive. UK Open, pour le coup, où j'ai regardé un petit peu ce que les joueurs de Grande-Bretagne jouaient au YCS Dortmund pour essayer de me rendre compte un peu de la représentation. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient Dracotail.
Il y avait genre quasiment tous en fait. Et après, lors des régions d'après, vous savez, il y a eu la trend un peu Magnet Warrior pendant une toute petite période. Moi, en allant là-bas, je m'attends principalement à du Dracotail, des variantes de Yami, un peu de Radiant, un peu de Vanquish et quelques Magnet Warrior. C'est ce à quoi je m'attends au principal. Et les variantes de Yami, je m'attends à ce que ce soit malgré tout principalement du Yami Finsmith. Mmh. Je parle de mon point de vue, quand j'étais moins compétitif, je voulais que tous les decks pas très bons soient tous jouables. Finalement, maintenant, je regrette un peu. Je me rends compte aussi que c'était vraiment sympa avant pour se préparer un tournoi, surtout que les decks coûtent vraiment moins cher qu'avant. Mais en fait, tu sais, ce qui est marrant, Néo, c'est qu'en fait, en voulant que y ait les decks moyens, entre guillemets, soient jouables dans un format compétitif, au final, ils le deviennent beaucoup moins. Je pense que c'est plus envisageable pour un bon joueur de ramener un deck qui n'est pas très bon dans un environnement où tu sais contre quoi tu vas jouer que dans un environnement où tu ne sais pas contre quoi tu vas jouer. Parce qu'un moins bon deck, il faut qu'il puisse se concentrer sur quelques match-ups s'il veut avoir une chance. S'il doit se taper contre 18 000 match-ups, alors c'est justement ça qui fait qu'au final, c'est toujours les gros decks qu'on voit en top cut. Les Yumi, les Dracotail et tout. Au final, il y a beaucoup de decks dans le format, mais ceux qu'on voit dans le top cut, c'est quand même les 5 principaux mêmes, c'est-à-dire Dracotail, Yumi, des variantes de Kenai, donc Vanquish en gros, Radiant, et c'est tout en vrai. C'est ces quatre-là qu'on voit en grande majorité dans un top cut. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont la capacité, même s'ils peuvent perdre des games face à n'importe quoi, parce qu'ils ont décidé d'organiser le jeu comme ça en ce moment, en réalité, c'est quand même des meilleurs decks. Mitsu un peu aussi. Après, tu peux mettre Mitsu, Malice, tout ça dans la dernière catégorie, tu vois. Mais au global. Mec d'avoir, c'est vraiment un truc. Non, c'est pas vraiment un truc. C'est un petit moment où les gens ne connaissent pas et où le deck surprend dans les mains de bons joueurs. Voilà, et c'est tout. Mais c'est pas vraiment un truc. C'est pas un mauvais deck, loin de là. C'est pas un truc de fou. Dans la Malice qui se fait discrète, ça fait plaisir. Ouais, mais ça, vous voyez, c'est la balance hein, des choses. Tu augmentes le nombre de Yami, Malice a plus de mal. Tu diminues le nombre de Dracotail, Malice a plus de mal. Tu augmentes les variantes radiantes, Malice a plus de mal. En fait, c'est des dynamiques en fait. Et donc en fonction de tout ça, bah, les decks performent plus ou moins. Puis après, ça dépend aussi du choix des bons joueurs. Et c'est un tournoi, en termes de résultats, le facteur numéro un de prévision des résultats d'un tournoi, c'est pas la pertinence de chacun des decks, c'est pas la gueule du format, c'est pas c'est pas, je sais pas moi, quel deck a eu du support en dernier, quel deck est le plus représenté. Mais tout ça, c'est des facteurs qui ont de l'importance, mais le plus important, c'est sur quoi les bons joueurs sont en majorité. Parce qu'en réalité, c'est des individus qui top, c'est pas des decks. Très souvent, tu vois. À Yugi en tout cas. Mais ce qui se fait discret, ça m'inquiète encore plus, moi. Ouais, je comprends. Diga, quand il a gagné White 6 avec Fire King, la méta était très bien Israel et ce qui est plus facile pour build. Bah oui, exactement. Il y a été avec un deck où il se concentrait principalement sur les variantes de Ryzil, avec un petit plan contre Malice, et ça fonctionnait. Si Tinka n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait format Londres, Birmingham, pardon, White 6 Birmingham, dans un format comme celui d'aujourd'hui, c'est absolument impossible. Actuellement, Dracotail est le meilleur deck. Toi, tu penses que Dracotail c'est le meilleur deck actuellement? Pourquoi? Change de sujet, mais Logan Paul qui arrive sur Yu-Gi-Oh! C'est effrayant ou ça peut créer des opportunités ou rien à foutre? Je sais pas, ça dépend de quel prisme tu regardes ça. Si tu regardes d'un point de vue joueur, je pense que c'est une bonne chose. Si tu regardes d'un point de vue collection ou boutique, je pense aussi que c'est une bonne chose. Maintenant, si tu regardes d'un point de vue licence, faut faire gaffe parce que ce genre de move de communication, ça draine beaucoup d'attention et donc de l'intérêt pour ton jeu sur une période donnée. Mais derrière, t'as la retombée, t'as le trou d'air après. Et le trou d'air, pour un jeu comme une licence comme Pokémon, c'est pas grave. Mais pour une licence comme Yu-Gi-Oh!, le trou d'air, il peut faire très mal parce qu'en fait, tu vas ramener des gens dans ton jeu, mais ces gens-là sont pas des gens qui sont des joueurs de TCG forcément de base ou qui sont des gens qui ont l'habitude de l'environnement Yu-Gi-Oh! Donc en fait, si tu prends pas les bonnes décisions, si tu te rends pas compte, je parle d'un terme au niveau entreprise, tu vois, que genre c'est qu'un moment et qu'en fait tu prends des décisions long terme en se basant sur la pertinence, enfin sur à quel point ton jeu est mis en avant sur le moment T, bah tu te retrouves à être piégé parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont arriver, mais beaucoup de gens qui vont partir d'un coup aussi. Donc il faut essayer
C'est bizarre en fait, c'est un phénomène bizarre. Après, moi je pense que ça va pas le faire. Je pense pas que Logan Paul viendra sur Ige, il a aucun intérêt à le faire. Hormis si, je sais pas, genre vraiment, peut-être qu'il y aura un mouvement vraiment en mode il voit les overframes arriver et il se dit, je sais pas. Mais je pense pas. J'ai du mal à le voir être réellement quelque chose de concret, honnêtement. Donc, je sais pas, on verra. Ok. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu actualité au niveau des tournois. J'avoue que moi ce week-end il me fait peur parce que c'est vraiment c'est bah, comme dit en fait hein, sans savoir contre quoi tu vas jouer et personne ne sait contre quoi il va jouer. On a des idées mais savoir contre quoi tu vas jouer précisément c'est difficile. En fait c'est très dur de se préparer et après il y a plusieurs manières de voir les choses. Tu peux te dire bah je vais jouer un truc qui essaye d'être ok dans tout, bon dans rien, mais pas bon dans rien. Tu peux te dire, je vais essayer de jouer un truc qui essaie de pré-shot un petit peu sur quoi je vais tomber, etc. Moi, j'ai pas envie d'y aller ce week-end avec, par exemple, Yami Finsmith et en gros de gamble mon tournoi sur à quel point Fuvalo se résout contre moi et à quel point est-ce que je pioche les bonnes entraves dans les bons moments, tu vois. J'ai vraiment pas envie de faire ça, donc je pense que je vais y aller avec Radiant, je vais essayer d'être le plus costaud possible. Parce que c'est à ça que ça va se jouer. Parce que je pense que le deck me donnera l'opportunité de faire un bon résultat, mais c'est juste est-ce que je vais être prêt à la prendre, à la saisir. Et je vais essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure liste possible par rapport à ce à quoi je m'attends, mais je vais devoir forcément faire des concessions, tu vois. Rien qu'en faisant le choix de Radiant, je fais déjà la concession de j'aurais pas un bon match-up Vanquish. Je peux avoir un match-up Vanquish, ok. Ou genre, bah, si je gagne le dé, je suis très favori. Si je perds le dé, j'ai quand même un win rate qui existe, mais ça reste pas dingue, quoi. Et ça peut pas être améliorable tant que ça. Mhm. Est-ce que Kameto World, ça a vraiment changé quelque chose? Je pense pas. Non, ça a rien changé, mais après, ça, c'est une apparition. C'est pas... Il a pas créé de contenu autour. Je suis d'accord, je suis débutant dans le sens où je joue depuis un an. Je trouve le format difficile parce que très large, trop de match-up incertains ou inattendus. Par contre, très formateur, beaucoup d'opportunités pour apprendre. Ouais, mais après, tu sais, eux, ils voient ça aussi sur le moyen long terme. Ça se trouve, ils ont une stratégie moyen long terme où en fait, ils vont laisser le truc comme ça pendant un petit moment pour accueillir des gens, que ce soit agréable pour les gens de pouvoir revenir avec leur deck ou quoi. Et derrière, ils vont peut-être resserrer un petit peu pendant 1 ou 2 ans, puis après, ils vont rouvrir. Peut-être aussi des dynamiques plus longues et nous, on n'a pas la vision. C'est possible. J'y crois pas, mais c'est possible. Ok. On passe au tournoi. Je vous fais un point sur le tournoi ou pas? Tu penses dans l'envisageable en side, même si semi-limité? Bah bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que c'est pertinent ou pas? Ça dépend de ton deck. Kameto il est dans Yu-Gi-Oh! Non, Kameto il est pas dans Yu-Gi-Oh! Mais il connaît la licence quoi. D'un côté, globalement, a fait de meilleurs résultats que la plupart des decks méta. Ouais, mais si c'est ça qui détermine ce qu'est le meilleur deck, alors on le saurait depuis bien longtemps. C'est vraiment pas ça qui détermine ce qu'est le meilleur deck ou non, pour le coup. Une seconde, les gars. Du coup, je regarde les. Faut que je me rappelle d'où on en était en fait dans le tournoi. Parce que j'ai pas envie de vous spoil comme j'ai déjà fait il y a un bout de temps. Il me semble que la round 2, on l'avait couverte quasiment à 100%, non? On l'avait pas couverte à 100%. Il nous restait des matchs qu'on voulait voir. Mais je vais vous demander si vous voulez qu'on les regarde ou si vous voulez qu'on passe à la prochaine round. La round 2, elle ressemblait à ça, les gars. Il me semble que. Il me semble qu'on avait déjà traité. Qu'est-ce qu'on avait déjà traité? On avait déjà traité Lorenzo. Ah non, on n'était pas en train de regarder Lorenzo Cartana? On devait voir la game 3 de Matisse avec son Sky. Mhm. On avait regardé Matisse contre Young Jimbe? Non, pas possible. C'est-à-dire qu'on avait déjà terminé cette round 2 alors, non? Parce qu'on sait que Triff avait gagné. On sait que Minions avait gagné. Donc Mathieu et Maxence étaient passés en loser bracket. Ça, on avait vu ou pas? Les gars, il faut que vous me rappeliez, les gars. Je vous jure. Je crois qu'on avait fini cette round-là. On était round 3. Ok. Alors, tac, tac. Donc round 3. Et du coup, on regardait ce match-là d'abord, c'est ça? On avait commencé par ça?
Maxence qui nous avait fait très bonne figure contre Julien, puis contre Trif, même s'il a perdu contre Trif, qui a affronté Mathis. Et on regardait cette game-ci. Allez, bah on va regarder. On va finir ça déjà. On va démarrer par finir ça. Alors qu'est-ce que... C'était... On était à la game de Sky? On l'avait fini ou pas? Alors... mhm. Je regarde juste vite fait, pas vous spoil la situation. Ok, donc c'est-à-dire que c'était la game 3 alors si c'était Sky, parce que c'est que la game 3 où il y avait 1-1 du coup. Hop, voilà. Alors, ok. Ah mais il joue les Azamina dans son deck Sky, je savais pas du tout. Ok. Donc bah visiblement on n'avait pas vu la game, sinon je pense que je me serais rappelé de ça. Donc on va regarder la game. Hop, alors. Donc il a démarré, Max. Donc ça c'est, juste pour vous faire un point du coup rapidement, on regarde ce match-ci. On va pas regarder énormément des matchs de cette round-là, parce que les matchs avancent et il faut qu'on se dépêche. Donc on va regarder celui-là, on va probablement regarder celui-ci, et peut-être celui-là, et on passera à la prochaine round. Ok? Pour l'instant, les très très gros joueurs du tournoi s'en sortent bien, avec Lorenzo et Trif qui sont passés, et que en très très gros joueur du tournoi, Julien qui est pas passé, Mathieu qui a eu un peu de mal, qui sont passés en loser bracket, qu'on verra peut-être sur les rounds d'après. Là, Mathieu il affrontait Edouard, et Julien il affrontait Kazro. Hop là. Yo Gab, je suis passé à UJ samedi, mais je suis arrivé trop tard pour m'inscrire au tournoi. Aïe, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs radiants, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, j'ai fait X1, j'ai perdu contre Hero. C'est marrant comme c'est un DPE qui libère ta main Monster Zone qui a une interaction forte. Comment ça? De quoi? Tu penses qu'un plus gros package radiant pourrait être bon pour la stabilité de Sky, comme Zeneldam, c'est Free Camilla avec les spells de Grave? Sincèrement, je sais pas. Les Amina dans Sky. Ah oui. Ils en sont où les Allemands? Dans le tournoi, il y en avait un qui était dans le loser bracket et un qui est encore dans le winner bracket au moment où on parle. On va regarder Trif contre justement le joueur allemand qui avait gagné le dernier tournoi lors de la prochaine run. Enfin, lors de la oui, après qu'on ait fini ça, quoi. Alors, du coup, ouais. Donc, il start Ketu pour Urgula, puis Norm Carté est fait. Il part sur Secrétarion, c'est une manière assez spéciale de démarrer son tour. Il place une Rahu qu'il active, donc on dirait pas une main où il est très bien au niveau du nombre de Dracotail. Rahu envoie Mululu, passe pas par Lucas pour l'instant, il a déjà Norm, donc c'est un peu difficile de passer par Lucas, mais comme il a pas encore Secrétarion, on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il envoie Lucas du deck. Le truc c'est qu'envoyer Lucas du deck, ça lui demande de reshuffle son Urgula pour le respect, ce qui est un peu chiant. Il fait... Artalion reprend Urgu et il pose une Sting. Puis il fait Secrétarion, respect Mululu et il passe turn. Alors bon, qu'est-ce qu'on en pense du coup de cette manière de jouer la main? Sa main du coup c'était... C'était Ketu Karté. Ketu Karté, Fallen, Purulia, Fuva. C'est un peu faible hein, déjà comme main. C'est même pas un peu faible, c'est très faible. Ça arrive un peu trop souvent avec le deck à mon goût. C'est là où bah, Cartesia, c'est pas la même chose qu'un Albaz évidemment, Ardro. Là c'est là que tu le vois. Hein. Moi j'ai du mal avec le fait de jouer beaucoup de Cartesia dans le deck, je trouve. Merci beaucoup Coco, merci beaucoup. Et donc, ouais, ici bah il a décidé de faire... Ah non mais il avait même pas Urgu. Si il avait Urgu, il a fait Kichu pour Urgu. Peut-être que c'était mieux d'essayer d'aller résoudre un Lucas quand même, parce que si tu résous un Lucas, tu mets un nom de plus en rotation. Et vu que t'as pas fait Femina du tour, il aurait fallu faire quoi? Peut-être c'est mieux Ketchup pour Femina? Ouais, c'est probablement mieux Ketchup pour Femina. Le problème, c'est que pour Loop, il doit Norm Cartesia. Du coup, il se prive de Norm Lucias. Du coup, il doit Reborn Lucias. Sauf que du coup, il doit avoir un dragon au grave. Et tout ça, c'est difficile. En plus, il a décidé de faire Cartesia pour Secrétarion.
Ce qui rend le truc encore plus dur parce que du coup, il a pas Artalion au cimetière pour respect Lucias. Peut-être que c'est cette Cartésia vers Secrétarion qui est une erreur. Peut-être que ça devrait être Norme Ketu pour Femina. Norme Carté est fait. Tu utilises Femina, tu utilises les gars du board, tu gardes ta Carté on board qui est un Mululu entre guillemets. Donc comme ça, t'auras pas forcément besoin de ce Mululu en fin de tour. Tu utilises Fuva, Femina de la main. T'invoques Arta. Arta récupère Femina, récupère un autre monstre de ton grave. Tu poses Tarahu. Du coup, c'est pas obligé d'être Femina en vrai dans cette situation. Est-ce que c'est mieux que ce soit Femina ou pas? Ouais, je pense quand même. Ouais, je pense quand même. Tu fais Rahu, tu utilises un gars de ta main, un des Charmy. Tu utilises Lucas de ton deck. Tac, tac. Tu utilises Lucas de ton deck, ouais. C'est dur, hein. T'invoques un Gulamel. Lucas pose une piège. Et derrière, la question, c'est comment tu vas accéder à cette Turgula, en fait. Parce que tu peux faire Femina de la main. Tu utilises Artalion plus Gulamel, t'invoques Secrétarion. Et après, du coup, bon, bah. T'as le droit de faire Secrétarion et Reborn Lucas. Le problème de faire ça, c'est que ton Lucas, il ajoute un truc, oui. Mais cette Urgula que t'ajoutes, tu peux pas le mettre au grave. Et donc, tu peux pas récupérer Femina du cimetière. Alors, peut-être que l'erreur, c'est qu'il faut. Ouais, non. Peut-être qu'il faut pas Norme Cartésia, qu'il faut Norme Lucas, genre, faire Ketu pour Lucas, Norme Lucas. Je suis pas certain non plus, hein. En tout cas, il y a plein d'options et je pense que. Je pense que c'est. Ça peut être meilleur dans d'autres sens que dans celui-ci. Mais la main, elle est difficile, hein. Elle est difficile parce qu'elle est assez mauvaise. Yu-Gi-Oh! Faut lâcher ça en 2026. Ok, ouais, d'accord. Tu joues à quoi, toi, Golem de Neige? À quoi est-ce que tu joues, mon ref? T'as un jeu auquel tu joues? C'est un TCG? C'est un. Ou même pas? En face, du coup, ça démarre. En plus, ça joue Sky, donc ça se débrouille très très bien dans les semi-boards comme ça, vu que là, il n'y a rien d'oppressif du tout. Je pense qu'il troll, hein. Je sais pas si c'est son premier message dans le chat ever. Je me suis dit peut-être c'est un gars qui vient d'un autre jeu. La Fallen pour tenter de rendre la Deptors morte en mode blockchain 1, Fallen, enfin Wanted, blockchain 2 Deptors, blockchain 3, Fallen Pet Wanted. Je trouve ça assez bien joué. Concret, il y a 4 jours MDR, il attendait juste ton live. Il est fort, il est fort. C'est fou, hein. C'est dit genre j'ai un T3 dans sa tête. Non, braillé du coup. Du coup, la Deptors qui s'est pas résolu alors qu'ici c'était une carte qui avait énormément d'impact. Après, tu me diras, en réalité, dans cette situation, la Fallen, elle force quoi qu'il arrive la Zamina. Si son plan c'était d'invoquer Elia Silver. Et c'est même peut-être mieux dans ce sens-là, parce que la Elia Silva en main Monster Zone, elle prend un peu la tête au card Sky Striker. Donc en vrai, je suis même pas sûr que Fallen comme ça soit correct. Ce que ça empêche, c'est d'avoir la Elia Silva au cimetière pour prochain tour la reborn avec Deptors, en termes de follow-up. Mais la réalité, c'est que. C'est que ce monstre dans la zone main, je suis pas sûr qu'il était très bon pour Matisse. Je pense avoir des haters, t'as CP un peu. Ah, je préférais l'inverse, mais non, je pense pas. Je pense pas que ce soit lié, malheureusement. C'est Denis Colonnet qui était rendez-vous samedi. Je sais pas, moi j'y étais et je crois qu'il a eu l'occasion de réfléchir à se rendre compte que ça valait peut-être pas le coup. Tant mieux. Parce que Yu-Gi-Oh m'a permis de faire de bonnes connaissances, de voyager plus que n'importe quel autre jeu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Yugi, c'est vraiment bien pour ça. Fin de main, il est obligé de enfin de Mululu parce que la Rayel met trop de pression et qu'il a posé Sting. Après, bon, ça, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Poser Sting, c'est très fort, donc je peux comprendre. C'est bon, les gars, lâchez, c'est pas important. Ok. Il met un maximum de follow-up en rotation. Il y a Mululu qui négate Raillé. Et derrière, il y a TTT qui pioche. En fait, le problème, c'est que là, toutes les interruptions quasiment ont été utilisées. Et il s'est quasiment rien passé. Donc la game est finie. On peut laisser dérouler. Le board à côté, il était vraiment trop nul. Ça gagne contre aucun deck quasiment. Tu penses qu'il y a forcément une ligne de play
Dracotel avec cette main, ou genre tu termines avec mieux que ça, même si peut-être c'est plus risqué, peut-être machin, mais genre t'es obligé de la tenter parce que juste, genre là c'est tu gagnes jamais là. Là tu gagnes vraiment jamais. Regarde ce qui est en train de se passer. Vous voulez qu'on tente de jouer la main Dracotel ou pas pour voir ce qu'on aurait peut-être pu faire? Avec les cartes, je pense qu'on peut trouver. C'est Carté, Puru, Fuva, Fallen, qui tue. Très 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 mauvais. Très 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 mauvais. Vas-y, on va tenter. On va tenter. Alors, où est-ce que j'ai un deck Dracotel, moi? Tu sais, c'est là où j'aurais bien aimé avoir le deck IRL pour pouvoir vous faire ça IRL en remote plutôt que comme ça. On va utiliser ça. Alors, donc, en gros, le problème de cette main, déjà, côté DT, c'est que, c'est quand tu la regardes, c'est qu'en fait, t'as un seul nom. Qui plus est, c'est un nom qui vient de Ketu. Donc déjà, tu fais un -1. Ça, c'est un des gros problèmes de Dracotel. C'est pour ça, des fois, j'ai tendance à dire Dracotel a un problème de composition de main. Et on ne dit pas... genre souvent, on me répond des choses qui n'ont pas beaucoup de rapport, du style... bah non, c'est super stable, etc. Mais en fait, je parle pas de stabilité, je parle qu'en fait, dans ton deck, t'as 5 cartes. Et allez, on peut même compter 3 Rahu. Donc en vrai, t'as plus que 5 cartes, t'as 3 pièges, une Ketchu, 3 Rahu. Ou si tu vois l'une d'entre elles, tu fais un -1 instantanément. Parce que ce sont des cartes qui de base servent de pont pour que tes premiers effets qui se résolvent développent. Et en fait, si tu les utilises en amont, par exemple là, si je démarque Ketchu vers un nom, bah, c'est comme si j'avais redraw le nom en question, sauf que j'ai utilisé déjà Ketchu dans le tour, donc j'ai plus Ketchu en disponible. Et en fait, bah, ça pose problème parce que je vais avoir du mal à générer grâce à ça, parce que ma Ketchu, elle aurait été chercher un nom qui se serait trigger, qui aurait mis un nom en plus en rotation, parce que les noms, ils ont plusieurs effets. Et bah là, du coup, j'ai un nom en moins, tout simplement. Donc là, quel nom est-ce qu'il faut ajouter? Bah, ça va dépendre de ce que tu veux créer. Si on veut essayer de créer le meilleur board possible, je pense qu'il faut essayer de résoudre ce Lucas, parce que notre but, ça va être d'essayer d'avoir le maximum de pièges possible. C'est aussi notre meilleure chance contre Sky, les pièges, parce qu'elle nous offre à la fois du follow-up et à la fois un minimum de description. Donc je pense que c'est intéressant. Et donc pour ça, il faut résoudre le maximum de noms possible, sachant que le premier qu'on va résoudre va poser Rahu, qui va elle-même en résoudre un. Si on veut en résoudre un second, va falloir que Lucas en aille ajouter un, au minimum. Donc il faut qu'on résout Lucas un bout d'un moment dans le tour. Le problème, c'est comment est-ce qu'on veut faire ça? Tu vois? Max a l'info que Mathis joue Sky. Il peut l'avoir, je pense, mais je sais pas s'il l'a eu. Comment on fait ça? Mhm. On a deux manières de résoudre le casse. Soit on le norme, soit on le spé du grève avec Secrétarion. Le spé du grève avec Secrétarion, ça sous-entend que il faut soit qu'on résout Femina dans le tour, soit il faut que notre Cartésien invoque Secrétarion. Donc l'idée de base de Max, c'était ça, c'était d'aller vers Cartésia, ajoute un dragon avec Ketu, Cartésia va vers Secrétarion, et après il s'est rendu compte, probablement, que Lucas, il allait pas très loin, et du coup il a préféré mettre Mululu en rotation. Pourquoi? Parce que Lucas, elle a ajouté Femina, alors donc vous allez me dire que c'est peut-être mieux que d'avoir Mululu, juste Mululu, sauf que la réalité, c'est qu'en fait, ça lui a demandé de recycler un spellcaster d'invoquer Mululu, alors qu'invoquer Lucas lui aurait demandé de recycler un dragon. Et à ce moment-là, le seul dragon qu'il a au grave, c'est Urgula, qu'il avait ajouté au départ, et qu'il voulait pas recycler comme ça, visiblement. Du coup, il a préféré recycler Urgula, genre du grave à la main, et summon Mululu du grave en renvoyant la cartée. Moi, je pense que cette cartée, elle a trop d'importance en tant qu'interruption pendant le tour adverse, vu que c'est à peu près un Mululu, et donc il faut qu'elle reste si on veut essayer d'avoir la meilleure génération possible d'interruption. Donc elle, il faut qu'elle reste, donc il faut pas qu'elle soit utilisée. Donc pour moi, ça condamne le play Secrétarium première step, parce qu'il sera jamais meilleur, je pense. Donc je pense que c'est forcément, soit on fait carter, mais c'est pour aller vers un Artalion, et du coup ce sera Artalion, pose Rahu, active Rahu, summon Gulamel, et si on veut un Secrétarium, il faudra qu'on utilise Femina de la main, on utilise Artalion et Gulamel du board pour summon Secrétarium. Mais dans ce cas-là, ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qu'on ajoute là? Parce qu'il va falloir qu'on utilise Femina, donc c'est probablement Femina maintenant. Mhm. Ça donnerait un truc comme ça, mais je pense pas que ce soit la meilleure option, je vais vous montrer les autres options derrière. Donc là, ça serait écarté, j'utilise Femina plus ça, j'invoque Arta. Arta remonte les monstres en question.
Et je pose 1, vu que j'ai fusionné avec Femina. Hop. Et derrière, j'active ma Rahu, j'utilise l'un de ces monstres-là, que je vais poser là en attendant. Et là, je mets au grave le monstre que je veux reborn plus tard. J'invoque mon Gulamel. Du coup, je mets un Gulamel en rotation, donc c'est un peu plus d'interaction. Là, j'ai un équivalent à Mululu, même si on va pas se mentir, il est moins fort. Et derrière, je peux Femina, utiliser ces deux-là, summon un Secrétarion. Secrétarion, quoi, il me sert? Il me sert à mettre un Dragon Light on board, qui sera un meilleur matériel avec Cartesia, qui pourra aller vers des steps comme Chaos ou quoi. Si mon adversaire joue un deck qui subit l'effet continu de Secrétarion, tant mieux, mais c'est pas l'objectif. Il permet de reborn Lucas aussi, surtout. Et du coup, reborn Lucas, bah, ça ajoute soit de nouveau une Femina, soit un Matal Fusion pour la carter. Et derrière, j'ai une seule piège. Donc là, si je fais ça, derrière, du coup, ça donne ça. Tac, tac. Hop. Et après, j'active ça. Paf, paf. Paf. Et là, du coup, je résous Lucas. Enfin, j'aurais dû résoudre Lucas avant, mais vous avez compris. Je pose une piège, alors après, ça, c'est la piège de ton choix, peu importe. Je reborn ça. Tac. Et derrière, je fais Lucas, c'est fait. Lucas, je vais ajouter, du coup, probablement soit Femina si je veux plus de fusion. De fusion maker. Soit, si je veux considérer ça comme un Mululu, je peux ajouter un Matal Fusion de mon choix à utiliser pendant le tour adverse. Et donc, par exemple, je pourrais faire ajout de pan, et comme ça, j'ai des steps Cartesia vers Chaos en utilisant Secrétaire en plus pan, ou alors je peux faire d'autres choses, peu importe. Donc ça, c'est une première possibilité, où je finis du coup sur un nom en main de mon choix, Lucas, Carté, Secrétariat, une piège, avec Gulamel au cimetière. Ça m'a l'air déjà peut-être légèrement meilleur, mais c'est pas dingue. On va voir si on n'a pas mieux. Hop, 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 hop. Donc là, l'autre option, du coup, c'est probablement de ne pas démarrer carté. Je pense pas qu'il y ait bien mieux en démarrant cartésien. Il y a peut-être mieux en démarrant cartésien en vrai. Il y a mieux en démarrant cartésien. Non, je pense pas que ce soit mieux en fait. Je me disais peut-être que je peux démarrer cartésia, summon Gula, et Rahu, summon Artalion. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que mon Artalion, au grave, il a 2 noms de Dracotel à remonter. Et du coup, je peux avoir un bon nom à remonter en main plutôt que de remonter un Fuva que j'ai remonté avec Artalion là tout à l'heure, dans la loupe de tout à l'heure. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas assez de monstres en main. Parce que ma carte là, elle va devoir utiliser ce que je tuto plus Fuva, summon un Gulamel, et derrière, je vais devoir Rahu, utiliser un du deck, un de la main. Et du coup, je vais me retrouver dans une situation où je pourrais remonter que un quand même. Et donc, je pense pas que ça ait plus de valeur, au final, après réflexion. Je pense que ça change strictement rien, c'est même moins bon, je fais un moins un. Mais si ça avait été un monstre, ça aurait été une option. Du coup, il y a une autre option qui est de démarrer Lucas, je pense, qui est peut-être la meilleure. Vu que de toute manière, la loupe qu'il a fait ne termine pas sur Carté, peut-être que démarrer Lucas c'est meilleur. Le problème de démarrer Lucas, c'est que je dois forcément commencer par Femina. Donc voilà. Là, j'ai pas d'accès à Secrétarion tôt, donc j'aurai pas d'accès à Secrétarion dans le tour, puisque bah, là, j'ai pas de dragon. Donc, je me rends pas compte d'où ça va exactement, mais bon, on va voir. Je sais pas si je dois utiliser Carté ici ou pas, on va voir. Ici, je pense que je vais mettre Arta direct. Je remonte ma Femina, je résous Lucas, je pose 1, je vais poser Rahu. Et derrière, j'active Rahu, je fusionne Femina, je fusionne Urgu. Donc ça, c'est un tour plutôt basique. Hein. Là, j'ai 2 noms, donc je vais poser 2 pièges. Et je vais pouvoir faire Urgula, remonte Femina. Ça, c'est une autre manière de jouer la main. Pour moi, elle est pas mauvaise. Pour moi, elle est même plutôt bonne parce que j'ai ce Fusion Maker, même si c'est pas Mululu et que j'ai pas de nom en main comme lui, il avait Mululu plus un nom. Mais j'ai ce Gulamel tôt qui peut faire des différences. J'ai l'avantage d'avoir des noms qui flottent, donc plus de CA, des pièges, plus de CA. Moi, ça m'a pas l'air horrible, honnêtement, comme option, ça. Peut-être que c'était ça. En tout cas, vous voyez qu'il y a plusieurs manières de jouer le board, sans forcément dire qu'il y en a une qui est particulièrement bien meilleure. Moi, j'ai l'impression que ça ou celle d'avant que j'ai montré sont quand même peut-être un peu mieux au global. Mais ouais.
Ça va dépendre aussi du match-up du coup. Et c'est sur ça que Dracotail, pour moi, est un deck assez difficile où en fait, dans ces situations-là, en tant que joueur, tu fais une grosse différence si tu fais le choix le plus pertinent en fonction du contexte que tu connais. Et donc, en ça, c'est pour ça que des fois, quand je vois certains joueurs avoir du mal à jouer les mains où ils open pas exactement, Fallen of White plus un ou deux Dracotail, qui sont des mains simples, c'est dommage parce que c'est là justement où tu peux gagner du win rate. Je vous lis un petit peu. Que tu sois pro, semi-pro ou moyen, à long terme sur plein de tournois, il y a un plus grand pourcentage positif côté Dracotail. Si tu me dis que Dracotail a parfois perdu, alors oui, c'est vrai, mais on s'attarde également sur la globalité. Non, mais enfin, Yu-Gi-Oh! Evo, t'as l'air quand même très 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 sûr de toi, alors que tu racontes quand même beaucoup de bêtises. Je veux dire, faut pas abuser non plus. Carté remonte à la fin du tour. Pour que Carté remonte, faudrait que j'utilise faudrait que je mette une fusion grave. Et donc, en gros, c'est pas si simple que ça, je trouve, dans la situation. Faudrait que je fallen, pète un de mes trucs, juste pour pouvoir remonter Carté. Et du coup, derrière, je donne l'info de fallen, parce que moi, le bien, on va reposer une certes, mais je donne quand même l'info et tout. Je suis pas sûr que ce soit particulièrement bien meilleur, pour le coup. Voilà. Mais du coup, là, qu'est-ce qui était faible dans la main de Max? Petit 1, il avait une des mauvaises steps Fallen of White. Carté est pas exceptionnel dans cette situation. Il faut qu'il y ait été beaucoup de noms pour que Carté soit bonne. Et après la banlist, t'as perdu 2 Mululu, 2 Ketu. Et donc en fait, ta Cartésia, elle devient beaucoup moins bonne. C'est pour ça que pour moi, c'est une one-off, je pense, dans un deck comme celui-ci. Même si je comprends la deuxième pour le confort de se dire je peux toujours la remonter en main et quand même l'aspect sur Branded sur Ecclesia and the Black Dragon pendant le tour adverse parce que elle se paie que du deck ou du grave et donc en général quand tu remontes ta Cartésia en main tu peux plus du coup accéder à Cartésia pendant le tour adverse. Je comprends le confort mais je pense que dans Yu-Gi-Oh! Le plus important, c'est ta capacité à rentrer dans la game et pas ta capacité derrière à quel point est-ce que t'es à l'aise ou non une fois que t'es rentré dans la game. Donc voilà. Et après, l'autre raison pour laquelle il était pas très bon, dans la game, c'est parce que les mauvaises non-engine mortes en first, donc les Charmy. Ça, pour le coup, DT est un bon utilisateur de Charmy aussi parce que justement, quand il les pioche, combiné avec des mains convenables, il arrive à les recycler et à leur donner de la valeur. Mais là, en l'occurrence, il avait une main trop faible à côté. Fallen est une carte catastrophique pour le deck parce que c'est ni un monstre, donc il peut pas être recyclé, ni un non-engine qui a beaucoup de valeur. Donc ça, pour moi, je sais pas, ça doit être une tri-of. Surtout dans un format où maintenant c'est éloigné du truc basique où t'affrontes pas chaque round Dracotail ou Radiant, t'affrontes beaucoup de decks différents. Et donc Fallen, contre ce Zola, elle est pas exceptionnelle. Je serais pas choqué que ce soit une one-of ou une two-of dans un deck, honnêtement. Et la seule carte Dracotail qu'il open, c'est Ketu. Et donc là, c'est l'importance de jouer pas mal de noms. C'est pour ça qu'on voit récemment dans des listes des gens rejouer beaucoup de Virgula, peut-être même augmenter le nombre de pans, des choses comme ça. Ils se sont rendus compte que en fait, le deck avait un problème de consistency quoi, au global. Genre, il a vraiment des mains dégueulasses de temps à autre, trop souvent. Voilà à peu près pour cette main d'été. Et donc du coup, là, on est dans une situation où malheureusement, il va se faire démolir. Hein. Je le dis pas, c'est un constat. Moi, ça m'intéresse d'avoir cette discussion avec toi premier degré, si tu souhaites. Est-ce que tu peux me dire juste c'est quoi ton opinion? Genre, de manière claire, comme ça, je comprends. C'est Dracotail est le meilleur deck du format? Ou est-ce que c'est genre autre chose, ou c'est moins aussi strict que ça, ton opinion? Est-ce que tu peux me le rappeler juste? Que je dise pas n'importe quoi en répondant. Ok. Bon, du coup, voilà, là, il fait ses trucs. Franchement, si Max gagne cette game, ce serait dingue. Ah mais non, c'est pas qu'il va gagner ou pas gagner, c'est qu'il va mourir. Ça, je m'y attendais pas pour le coup. Et combien de spells? Quel étal. C'est grave. Ok, donc on va avoir une game 2. Max il perd la game 1 avec une main faible. C'est malheureusement ce à quoi on peut s'attendre de la part de Dracotel de temps à autre. Merci beaucoup, KO. Merci d'être passé, mon ref. On s'attrape. Ça fait plaisir. Donc là, on voit typiquement Prospect, tu vois. Carte post-side de Dracotail.
Je pense pas que ce soit joué main. Et en fait, ça, c'est une carte qui illustre bien, je pense, le problème de Dracotail. Une de ses forces et un de ses problèmes. Là, le problème que ça illustre, c'est mauvaise consistency. Quand un deck, il a de la place dans son side, ou il fait de la place dans son side pour des cartes de first, et qu'il joue pas des non-engine broken, et à la place, il joue des cartes d'engine supplémentaires, c'est quand même qu'il a un problème d'engine de base. Le point positif que ça illustre, c'est il a moins besoin de jouer des cartes broken de first parce que son engine elle est assez polyvalente pour que s'il arrive à développer, il soit dans une situation positive sans avoir besoin d'Ardro une flood ou ce genre de choses là. Donc toi ton opinion c'est on voit que Dracotail a globalement de meilleurs résultats sur le long terme. Bah ça c'est juste factuel, effectivement. Maintenant le problème c'est le sous-entendu derrière, tu vois. Genre c'est même pas le sous-entendu, c'est ce que ce que tu veux dire implicitement après coup, quoi. Genre, typiquement, je te lis, hein. Euh... nananana, nananana, nananana. Donc le lagat de base, tu réponds ça à... En étant un casus, j'ai joué 2-3 fois contre un côté et je trouve le deck impassable. Donc Slider qui dit qu'en gros, bon bah... Qui dit que le deck est très très fort, quoi, en gros. Et du coup, la réponse c'est le deck qui a fait le plus de résultats globalement. Tu vois. En fait, genre, c'est pas lié du tout. Là, les deux points déjà sont pas liés du tout. Parce que sinon, ça sous-entendrait que ça, c'est logique parce que ça. Ou alors que ça justifie ça. Tu vois. Et sauf que c'est pas lié. Parce que là, il y a un élément, c'est un élément de résultat. Et un élément, c'est un élément de performance. Si Dracotel était effectivement impassable, après lui, il a bien mis son contexte. Hein, c'est en étant casu, etc. Ce qui est compréhensible, c'est plus difficile et tout. Si Dracotel était impassable, ce serait juste le meilleur deck du jeu. Hop là. Ça fait plaisir, KO. Ça fait plaisir. J'ai rectifié son affirmation de impassable. Ok. Du coup, bon, alors donc Prospect, il le fait que pour 3. Je sais pas s'il est à l'aise à l'idée de le faire pour 6. Je pense que depuis Fallen of White, ça a l'air difficile. C'est d'ailleurs une carte qu'on voit moins souvent depuis Fallen of White. Déjà parce que les gens ont interprété Fallen of White comme plus de stabilité et tout, alors que je pense que c'est pas le cas du tout. Et deuxièmement, cette carte était aussi jouée pour sa capacité à aller battre des end-traps, notamment H-Blossom des fois et tout. Et donc, bah maintenant, pareil, avec Fallen of White, les gens pensent que le deck se comporte mieux face aux end-traps, ce qui n'est pas forcément vrai non plus. Et donc au global, bah la carte elle a ça, plus le fait que dans l'extra deck t'aies moins de facilité à la résoudre, c'est une carte qui a un peu disparu des side récemment. Là il décide de prendre Ash Blossom, ce qui est très étonnant, parce que quand même il y avait Rahui et Frixul, donc on sait qu'il manque pas de nom en main, et on sait que... Bah il manque pas de nom en main, il a la capacité de jouer déjà. Et il a pas peur de Ash Blossom. Donc, parce que sinon ici tu vois, une entrap là-dessus, ça le stoppe, ou alors... bon, vous avez compris. Et donc bah ça sous-entend qu'il a probablement deux lignes de play. Donc et qui par exemple ça quoi. En quart de first, Callbass de Grève ou Crossout souvent mieux je pense, non? Crossout, je pense vraiment vraiment pas. Mais alors vraiment vraiment pas. Parce que ça détruit ton deck. Par contre, Callbass de Grève, peut-être, ouais. Oui, souvent. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas du tout la même carte, en fait. Dans un cas, t'as une carte qui vient aider tes mains. C'est genre, tu remplaces par exemple une end-trap par Callbass de Grève dans ta main, et en gros, bon bah, t'as de quoi jouer à côté Callby. Et il y a une carte qui est l'une de ces cartes qui t'aide à jouer, qui est Prospect. C'est deux cartes qui n'ont rien à voir. Donc, laquelle est la meilleure, ça dépend de la composition de ton deck à ce moment-là. Si t'as déjà de quoi jouer très souvent, et que t'estimes que t'as pas besoin de plus de stabilité, plus de machin et tout, bah dans ce cas-là, évidemment, Callby sera meilleur que Prospect. Mais dans la situation inverse, bah Prospect est plus pertinent. Ce qui n'a pas aidé avec Fallen of White en termes de stabilité, c'est peut-être aussi la loupe avec les Magestus qui te permet d'avoir accès à ton engine aussi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça aiderait pas? Fallen of White, c'est principalement plusieurs polys du coup. Bah, en gros, Fallen of White, c'est genre une polymérisation, mais elle a plus de valeur que juste polymérisation, parce qu'elle ne fait pas que ça. Elle met en rotation plus des interactions. Genre, dis-toi, en gros, ça accède à une carte qui est une poly plus plus,
Et avant ça, t'as mis un Albion au cimetière et t'as mis une synchro en rotation. Donc tu vois, c'est en ça. Mais ça reste une polymérisation dans l'articulation de ton engine. Sauf si tu joues la partie Magitus où du coup, entre guillemets, aligner un 4 tuner et un 4 non tuner, ça accède à Lucas. Mais ça te demande de la place dans l'extra deck et des concessions dans le main. Perso, je suis pas très à l'aise avec Prospect de manière générale. Je me vois souvent Prospect pour 3, même avec Vanquish, mais DT, je trouve ça vraiment impossible Prospect pour 6. Ouais, mais après, même Prospect pour 3, c'est une très bonne carte au global. Hein. Je viens d'ouvrir DB, je me suis rendu compte que Whitebinder est ban, faut vraiment que je me remette à jour. Ouais, je te jure. Je parle dans l'imaginaire des gens, ça a été une espèce de one card, même si ça te fait jouer une sub-engine moins intéressante, je trouve. Peut-être au départ, ouais, peut-être qu'au départ, le fait qu'ils se disent que c'est une card engine a jouer sur leur manière de deck build le deck après qu'ils aient au final cut cet aspect-là du deck. Peut-être. Ça ajoute des layers à ton board aussi. Ouais, c'est ce qu'on vient de décrire, hein. C'est littéralement ce qu'on vient de décrire. C'est juste de manière globale, on a perdu 2 Ketu de Milulu, moins de moyens de fusion sans résoudre des faits avant, et moins de name, plus Ketu et TNC dans le second, là où Fallen en second, c'est vraiment pas la même. Ouais. Fallen, si tu te retrouves dans une situation sans name, ou alors avec Ketu, tu te retrouves dans des mains tout aussi compliquées. Oui, bien sûr, bah, c'est l'équivalent d'Hard Draw Cartesia à l'époque. En termes d'articulation d'archétype, c'est comme si tu Hard Draw Carté, à la différence que tu normes pas. Ce qui est une grosse diff. Ce qui est une grosse diff dans à quel point, parce que par exemple, à une certaine époque, carté plus un name, c'était pas terrible, justement parce que tu devais norme cette Cartésia, et en fait, ça faisait que tu ne pouvais plus Lucas du tour, hormis via Secrétarion. Et ça rendait les articulations de ton tour un peu difficiles, ça faisait des tours durs à savoir faire, mais qu'il fallait travailler. Aujourd'hui, vu que ta carte elle s'invoque P, au-delà du fait que tu aies mis une synchro en rotation, un Albion au cimetière, je parle juste en termes d'articulation, le fait que tu aies Spé carté, ça fait que tu as Lucas plus tard dans le tour, ça facilite le tout. Ça fait que tu peux norme Lucas, ça fait que tu peux quand même respect Mulu du Grève avec Mudragon, avec Secrétarion, et voilà. Tu penses quoi de l'avenir de Kultune et de Sky Striker? Je pense que j'en sais rien, sincèrement. Je sais pas du tout. J'ai pas trop de... J'ai du mal, je m'exprime pas trop sur les trucs que j'ai pas travaillé du tout. Honnêtement, Killer Tune, je connais juste les plus ou moins les effets du support. Je pense pas que ça en fait un deck broken, je pense que ça en fait un deck assez toxique honnêtement. Mais donc ça le rend meilleur en first, un peu meilleur en second, mais je pense pas que ça le rende particulièrement broken. Genre très pertinent en tout cas. Et Sky, je pense qu'au global, ça dépendra de la tête du format. Après Sky, c'est jamais un mauvais deck en ce moment. Donc tu peux toujours te dire, si t'es un fan de Sky et que tu veux jouer Sky au CDF et que tu te dis je vais me la tuer sur Sky et je vais jouer Sky, tu peux largement faire un très bon résultat avec Sky. Mhm. Il y a aussi l'ajout de la magie rapide au endboard. Ouais. Mais après ça c'est déjà décrit aussi. C'est juste que Fallen est la seule solution de jouer Dracotel pur à cause de la perte de Ketu et de Name. Il y a peut-être des alternatives moins polyvalentes. Non mais après on justifiait pas de la présence ou non de Fallen dans le deck. C'est quand et où le CDF d'ailleurs, s'il vous plaît? Je crois que c'est Je crois que c'est fin mai, je sais plus. Sur DB, j'ai joué pas mal de Sky Camellia, ça ajoute beaucoup au deck, c'est fort. Ouais, je me rends pas compte, honnêtement. Ça m'a pas l'air dingo, hormis le fait que tu puisses d'un coup, du coup, jouer des sub-engines et accéder à railler, quoi. Mais... 22 mai? Ok. Bon, du coup, il a norme Lucas, il a ajouté Femina, puis il active Rahu, il veut checker s'il y a H ou non, ça passe. Pitch Incredible de la main, pitch Femina de la main, pitch Milulu du deck. Part sur Artalion, il remonte Milulu, il remonte Femina, déclare les deux. On va voir ce qu'il tente de faire comme board. Moi, je serais pas choqué que là, il fasse Femina, utiliser de là, invoque Secrétarion, Reborn Ecclesia, et qu'il tente de jouer avec Ecclesia. Mais en fait, vu qu'il a Rahu d'abord, ça, en termes de Reborn sur Secrétarion, ça a aucune valeur parce qu'il peut pas accéder à la synchro. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'étonne qu'il ait remonté Mululu, qui lui, pour le coup, sur Secrétarion, est une très bonne carte, sachant qu'il a pas encore Ketu. Donc s'il va pouvoir poser Ketu, il aurait pu faire genre Reborn, donc invoque son Secrétarion, repose 1. En gros, il aurait eu 2 pièges plus Ketu, il fait Ketu pour Urgula, il respect son Mululu, il fait Mululu effet, il utilise Artalion plus Urgula de sa main, il invoque Gulamel, ça pose la 3ème piège, tu vois, et après il aurait pu faire Urgula remonte Femina, ça faisait un board très clean. De ce que je connais actuellement de sa main, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce qui a été fait.
Vous voulez que je le redise plus lentement ou quoi? En gros, c'est juste genre, ici, si tu remontes pas Mululu et que tu laisses Mululu au cimetière, tu peux utilise Femina, utilise ces deux monstres-là, summon Secrétarion. Ta Femina est au cimetière. À ce moment-là, t'as déjà posé deux avec le Mululu et la Femina que t'avais fusionné via Rahu. Donc t'as, on va dire, une piège plus Ketu. Là, du coup, tu fusionnes avec ta Femina le Lucas, du coup, tu récupères une piège supplémentaire. Tu fais Secrétarion, tu reshuffles Lucas, tu resummon Mululu. Et derrière, tu fais Ketu, ajoute Urgula, t'actives Mululu, tu utilises le Urgula de ta main, tu utilises le Artalion de ton board. Ah, t'as plus Artalion de board. Tu utilises un monstre de ta main, si tu veux. T'invoques Gulamel. Et derrière, t'as Urgula qui proc, qui accède à la troisième piège. Et t'as Urgula qui remonte Femina. Et t'as Femina en main, Mululu on board, Gulamel on board, etc., etc. Ça, c'est une option. Je veux juste voir où il va à la place. Parce que là, il y a encore des inconnus en main, donc ça peut toujours faire sens. Ça me paraît compliqué. Et là, tu vois, le problème, c'est qu'en montant Mululu maintenant, en fait, si tu veux Femina vers Secrétarion qui reborn Mululu, tu peux pas utiliser Urgula en matos. Du coup, il va devoir utiliser Mululu de sa main. Du coup, il va garder Artalion on board. Il va utiliser ces deux-là. En vrai, il peut se rattraper, il peut faire plus ou moins la même chose. Ça marche aussi. Ah, ouais, non. Là, j'avoue que je comprends pas. Pour moi, là, c'est pas bon. Il aura pas Féminin en main. Bah, si, il aura Féminin en main. Il a Urgula reprend Féminin en fin de board. Dans ce que j'ai décrit, il a tout. Hein. Il a tout, il a même Incredible qui revient en une phase. Merde. Hop. Là, j'étais dans la deuxième option. Dans la deuxième option, il aurait quand même Féminin en main. Aussi. Tac. C'était ça, non? Avec Incredible? Il y avait que ça ou je dis une bêtise? Non, je crois qu'il a envoyé. Je crois qu'il a envoyé. Ouais, si, c'est ça. Là, il a fait ça. Norme est fait. Il a été chercher Femina. Il a activé Rahu. Là, il a fait pitch Mululu. Pitch les deux de sa main. Ok. Là, il a remonté deux. Et c'est là où, pour moi, c'était étonnant qu'il remonte Mululu. Moi, je pense que c'était mieux de faire ça. Mais dans les deux sens, ça marchait, je pense. Sur ce que tu remontes là. Je suis pas sûr que ce soit ça la question en soi. C'est ce que tu fais derrière surtout. Parce qu'en gros, dans un cas, ça te demande une carte en plus. Enfin, ça te demande pas une carte en plus, mais bref. Je me comprends. Peut-être que l'idée c'était jouer autour de Belle sur Secrétarion. Je sais pas, j'essaie de trouver des raisons de pas faire ça, mais ça m'a l'air compliqué de pas faire ça. De Voilà, et après là tu fais ça. De toute façon, t'es Incredible, elle va revenir, donc c'est pas. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Pour moi, c'était ça le board. Je pense. Après, si tu veux mettre en def, tu mets en def, mais je pense que les monstres sont mis en attaque. Ouais, ça peut se comprendre que tu les mettes en def. Peut-être ban secrétaire avec Po. Ouais, il a ban secrétaire avec Po, mais je pense qu'il en joue deux. T'as déjà reçu des propositions de faire exprès de perdre un tournoi contre de l'argent? Et faire exprès de perdre un tournoi contre de l'argent? C'est quoi l'intérêt? Tu veux dire genre perdre une game? Nanana. Je vous lis un petit peu. Perso pour CDF, je voulais train une variante canine, mais je trouve pas encore de bonne solution dans ce format à part Vanquish. Mais
Je vois pas train le deck à cause d'une future ban. Ouais, je comprends. Je comprends. Y a pas un monde où t'envoies Urgula en premier sur AU, puis tu fais Ketu add Mululu, et tu utilises Mululu pour summon ce Critérion? Bah ça change rien, Mehdi. Ça change quoi? Ça change strictement rien. Quel est l'intérêt? En mode ça achète ta loose. On m'a déjà proposé de... Ouais, on m'a déjà proposé de perdre exprès, ouais. Mais... Mais j'ai dit non, évidemment. C'est-à-dire quoi, pitch, en vrai? C'est envoyer au cimetière. Pitch, souvent, c'est de la main au cimetière. Mais après, ça... Voilà. Nanana. Ça rend pas meilleur de faire ça. Non, ça rend pas meilleur, mais après, des fois, il y a des intérêts quelconques qui font que, voilà... qui font que ça peut... Ça peut... Voilà. Ça peut être tentant de la part d'un gars de proposer ça, mais ne le faites jamais, les gars. C'est... C'est pas bon pour personne. Donc, bon, le faites pas. C'est juste interdit. Bon, je suis pas obligé de faire de la morale, on peut juste dire que c'est interdit. Ok, bon. Du coup, là, il a un board qui est costaud. Pour moi, qui aurait pu être composé de Mululu en plus. Bon, Lucas aurait été dans le deck. Et voilà. À la place, il y a Mululu en main. Il y a cette Incredible qui est au grave, alors qu'elle aurait dû être en main. Donc au global, moi je trouve que vraiment il y a un problème de composition de board. Je trouve que c'est pas très bien joué la loupe honnêtement. Mais après, comme je l'ai dit, il y a peut-être cette belle sur Secrétarion qui peut... qui du coup est débattable, peut-être, et encore, et encore. Je pense que... Je pense qu'il y a moyen de s'arranger pour que la belle soit pas trop embêtante. Et je pense que de toute manière, lui, il keep belle pour tes pièges, surtout si t'as déjà posé flame très souvent. Du coup, il y a eu multi-roll sur terrain, ce à quoi flame a été chaîne. Maintenant, il y a chaîne double cyclone. Alors, je me demande, il double cyclone quoi? Parce que j'imagine que flame est ciblé multi-roll. Et si double cyclone multi-roll, bah le terrain sera pas envoyé au grave. Donc il va double cyclone en utilisant. En envoyant ça, probablement. Et Sting. Sa chaîne Horn. Puis sa chaîne Gulamel Petrol. Alors là, je comprends plus rien, gros. Donc il lui a pas flame. Je pense qu'il lui a pas flame. Je pense qu'il lui a flame le terrain. Je pense qu'il lui a flame le terrain. Parce que ça me paraît bizarre là, cette histoire. On va voir comment ça se résout. Ok. Ok. Il y a H qui part du coup sur l'accès à railler. Et en face, du coup, ça fait engage avec 3 spells au grave. À drailler. Et là, il y a déjà toutes les pièges qui ont été gérés. Il lui reste plus que les non-engine. Et en fait, c'est là où pour moi, les boards Dracotail, l'important, c'est la présence de Mululu. Quand t'as beaucoup de cartes Dracotail, pour transformer genre ta capacité en. Enfin, les cartes que t'as en main en le plus d'interruptions possible, c'est Mululu qui fait une grosse diff. Et souvent, quand tu fais une mauvaise loop, tu finis sans Mululu alors que tu devrais finir avec. Ça arrive très souvent. Et en fait, bah ici maintenant, il dépend de ses non-engine hard draw ou piocher sur les pièges, là où de base, avec un Mululu supplémentaire, la game était plus simple. C'est sûr et certain. Et après, je trouve aussi qu'il a investi beaucoup dans pas grand chose là quand même. Surtout que ces pièges à lui, genre l'objectif contre Sky, c'est une grosse erreur, hein, de vouloir interagir vite dans les cartes. Alors que je pense que tes pièges, ton objectif c'est qu'elles flottent le plus longtemps possible, qu'elles se recyclent, notamment. Tu vois, c'est très important vu que tu vas jouer un grind. Et là, le fait de les avoir chaînés les trois dans la même chaîne, ça fait qu'il n'y en a aucune qui se sont recyclées. Il y en a même qu'une seule qui s'est vraiment résolue. En fait, il a pas joué autour double cyclone ou ce genre de cartes là qui permettent de bait les pièges vite et genre en activant flame aussitôt, il s'est mis dans la merde. C'est vrai que quand il y avait double cyclone, hold flame longtemps, c'était bien meilleur. Après, je peux comprendre qu'on oublie un peu la présence de double cyclone. On joue pas très souvent contre Sky, hein. Après voilà, bon du coup quand on voit Droll, on comprend pourquoi il a activé les pièges aussitôt. Pas sûr que ce soit forcément une raison, mais
Ok. Du coup, Namray, SP Rose. Il dit oui, ça part sur 0 FS, P1, P2, PET, Battle, Tap Tap. Et là, il y a un monde où il meurt, hein. Moi, je pense que c'est très, 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 très risqué de dire oui à ça, hein. De pas faire Mena, hein. Là, il y a tes tapes. On voit un. Et là, s'il y a un linkage, est-ce qu'il est pas mort? S'il y a un linkage. S'il y a un linkage, il est mort, hein. Ou je dis une connerie. Ouais, s'il y a linkage, il est mort. C'est risqué quand même, hein. De dire oui à la battle phase comme ça. Hmm. Ouais. Je sais pas, je trouve ça louche. Le Second Post-Side, c'est tant que ça une surprise? Bah ouais, je trouve, parce que c'est vraiment plus joué en ce moment. Il y a que Sky qui joue ça en règle générale. Camilla qui se réinvoque, ça respect Lamel. Et ensuite, il passe en une phase. Il a même pas fait Camilla d'envoyer? Ok. Du coup, il a même pas fait Minaer entre main, bornet de fusion. Bon, le grind de Sky, qui plus est sous droll, bon. On a déjà vu mieux, hein. Là, c'est terminé, les gars. Je laisse tourner. Il a plus de 3 spell grave, il peut pas. Il peut pas quoi? Il peut pas quoi? J'ai pas compris. Linkage, ça demande à ce qu'il y ait aucun monstre dans la zone MP ou pas? Il peut pas. Ah, ok. Je savais pas que ça envoyait que dans cette condition. Le deck est bien fait quand même. Quel deck? Tu vois comme une trappe dans Dracotail en main. Bah en fait ça va dépendre encore une fois de ta vision du format. Je pense que Dracotail, pour moi, sa place dans le format, la plus pertinente, c'est justement d'être un bon utilisateur de Charmy, de Droll. En fait, c'est cette trappe-là, parce qu'il a pas assez de non-engine pour jouer genre beaucoup de cartes qui cumulées font quelque chose. Il doit jouer des cartes qui, en tant que non-engine, seules ont assez d'impact pour que derrière ton engine fasse la diff. Et il n'a pas besoin que son engine soit forte en first. Et donc pour moi, c'est ça la force de Dracotail aujourd'hui. C'est que son engine n'a pas besoin de support avec ses non-engines. Et donc il peut se permettre de jouer Purlia, Fuva, Droll dans le main deck. Je pense que c'est c'est ce qu'il devrait essayer de faire au global. Maintenant, la vérité, voilà, honnêtement, je pense qu'avec ce genre de line-up là, par exemple, il a un très mauvais match-up Yumi Finn Smith. En fait, c'est là où tu vois le problème, il est où? C'est qu'en fait, peu importe comment tu choisis ta ligne de engine, tu couvres certaines choses mieux et tu couvres certaines choses moins bien. Et en fait, après, ça va dépendre aussi d'à quel point est-ce que la représentation elle est proche de ce que tu as prévu et c'est difficile. Hmm. La question c'était pourquoi c'était meilleur de garder Flame alors qu'après avoir résolu le multirole, elle est plus activable, il me semble. Ou alors je loupe quelque chose. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je comprends l'utilisation de Flame Toad, d'autant plus qu'il y avait Droll dans la main. Et après l'idée c'est de se dire que genre elle est pas plus activable, c'est pas vrai. Elle est totalement activable. C'est juste qu'elle va pas negate une spell qui se sera activée avant. Mais genre tu peux toujours Flame plus tard sur le multiroll, l'empêcher d'avoir cet effet en une phase de cycler. Et en fait ce qui va être intéressant, c'est juste que bah ta Flame elle aura moins donné d'opportunité à double cyclone d'être activée. Genre elle peut toujours se résoudre en tout cas. Elle peut pas se résoudre dans son aspect negate, mais si tu pars du principe que les situations où tu perds, c'est les situations où l'adversaire de toute manière fait en sorte que ta flame se résout pas, alors peut-être qu'il vaut mieux l'utiliser d'une manière plus safe que donner de la valeur à ce double cyclone très tôt comme ça, sur la Sting. Au final, s'il disait oui sur multiroll, sa Sting aurait pu s'activer, ça faisait un recyclage en plus déjà dans le tour, etc. etc. Et la place de Sky Striker, comment le deck fait si on l'envoie first? Mais en fait, le deck, il est très fragile, ça c'est une vérité. Il est très fragile, maintenant, sa force, c'est que de plus en plus, il continue à faire en sorte que Raillé seul fasse de plus en plus de choses. Et donc en fait, bah, là où avec d'autres decks, en fait, tu dois faire par exemple, je sais pas moi, Spell Dame, ajoute Sven, Space Sven, ajoute machin, nanana, nanana. En fait, Sky, c'est très 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 centré dans ton extra deck, tes manières de générer. Et donc, t'as plein de place dans ton main. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, c'est que Taraillé, c'est une pièce d'archétype avec laquelle il est plus difficile d'interagir que des triggers à la summon, parce que c'est un quick effect qui se tribute, et elle peut même se faire en battle et tout. Si l'adversaire n'interagit pas, elle se transforme en lien indirect, et la lien 1 elle flotte avec l'arrêt dans le grave et tout. Du coup, c'est des très bonnes steps dans des boards. C'est ça qui fait que Sky, c'est un très bon utilisateur de breaker en global, ça et son affinité avec les magies. Et donc, ouais, je sais pas comment le dire à partir de là, mais en gros, c'est un deck fragile parce que malgré tout, son ceiling il est limité, qu'il dépend beaucoup de la composition de sa main, que tu joues beaucoup d'engine requirements qui sont des toolbox pour que ton engine Sky aille vers quelque chose, tout ce qui est encre, Eagle Booster, multi-roll, terrain, Afterburner, bref, tout ce que tu peux jouer, Rose, etc. Lane Gate, ou je sais pas comment elle s'appelle, bref, toutes les cartes comme ça, Linkage même qui est pas dingue. En fait, toutes ces cartes-là, bah, genre, elles doivent être accompagnées de bonnes non-engine et de cartes qui génèrent. T'es obligé de jouer des cartes qui génèrent, comme Vision, comme Desires, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça en fait un deck où, genre, il faut être très précis, déjà, il faut connaître bien tous les match-ups, c'est assez complexe. Et en plus de ça, bah, en réalité, t'es pas très reward parce que le deck est pas hyper puissant, quoi. Epstein Gate. Non, c'est Lipstein, je crois, le nom de la carte. C'était trop bien de faire du débrief de game tournoi comme ça, comme tu avais fait avec Julien. Ce qui est trop bien de faire pareil avec d'autres joueurs. Moi, je pense que la prochaine fois que j'organiserai un tournoi, j'essaierai de faire en sorte que les games qu'on review, il y ait toujours le joueur avec nous, si il est d'accord. Pas de grind quand même. Aube, Sky, ça a quand même un assez bon grind. Mais après, le problème, les gars, c'est que sans cibler personne, déjà, tout le monde n'est pas dans la situation de Julien. Je parle de contexte, c'est-à-dire que Julien, lui, ça lui sert malgré tout un minimum de passer sur la chaîne. C'est pas juste un investissement de temps en mode sympathique où on passe un bon moment, ok, on parle du Guillaume, mais c'est aussi, il fait de la création de contenu. Donc passer sur la chaîne, c'est quoi qu'il advienne pour lui, c'est peut-être plus envisageable de donner 1 heure ou 2 heures à ça que quelqu'un qui s'en branle totalement, tu vois, de la création de contenu. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit au niveau de la remise en question dans le jeu et tout. Et donc, je suis pas sûr que tout le monde soit à l'aise à cette idée-là. Et voilà. Donc, faudra voir. J'essaierai de m'organiser. J'essaierai de demander. Et après, si on me dit non, on me dit non, tout simplement. C'est pas un bon entraînement aussi pour eux, vu la line-up des joueurs? Bah si, mais ils peuvent participer sans... Je parle pas de participer dans le tournoi, je parle de venir après, en live, pour débriefer la game, tu vois. C'est pas... Faire ça avec des gens qui sont habitués comme Mathieu ou quoi. Ouais. Bon bref, là il se passe des choses, je comprends rien. Ok. T'inquiète, magicien. Je vais tenter. Et du coup, ça est arrivé jusqu'à la dernière game, hein. Putain. Et il a Fuva. Et Fuva en stand-by pour esquiver le fameux normal summon raillé. Et si tu Fuva, bah je chaîne raillé. Si tu Fuva pas, bah je monte sur une lien. Et tu peux pas railler. Enfin, tu peux pas Fuva. La réalité, c'est que c'est pas nécessaire. Parce que très souvent, quand une arme raillée, c'est pour faire 0. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, bah j'arrive à forcément faire l'effet. Tu veux qu'il fasse lien 1, il invoque quoi? Genre c'est très rare qu'il puisse Kagari d'abord et tout. Et là, ça peut l'orienter vers, s'il avait un start linkage ou quoi, vers le fait de le jouer différemment. Mais bon, en soi, je peux comprendre. Ok, du coup, ça start multi-roll, pitch 1, pitch Lemnis Gate. C'est pas Lepstein, c'est Lemnis Gate. Ok, et derrière, ça active Trust, donc il lui a activé son Trust, qui est une carte jouée dans le deck. Hein. Donc, Fuva comme ça, pas fan. Ça pose DDG, et là maintenant ça devient chaud. Norbraillé, il va même pas faire l'effet, je pense qu'il va juste vraiment pass turn. C'est chiant. Et il a linkage. Donc là, typiquement, le Fuva l'a tué. Activer Fuva l'a littéralement tué. C'est même une carte qui aurait pu ne pas être dans son deck à ce moment-là, mais après ça dépend de la gueule de son main plus side, ou encore une fois, c'est dommage, mais en fait, Sky c'est l'un des 15 decks, et genre tu peux pas être hyper prêt contre Sky dans ton match-up, et du coup, bah, genre, tu te retrouves très souvent à genre, bah, avoir des siding patterns contre certains de ces decks-là un peu suboptimaux et perdre des games à cause de ça. Voilà, du coup, en stand-by, il invoque 0, puis il active DDG. En face, ça active Bandit de Fusion. On va essayer de se débarrasser de cette DDG en passant par Lubellion vers Chaos. Chaos est fait. Temps de péter 0 et l'autre posé. Je dis se débarrasser de ce DDG comme si c'était fissure. Désolé, les gars. Pitch, putain. Chaîne 0, Summon 2, Chaîne Linkage.
Semaine Kagari. Kagari tente de reprendre un. Ok. Dac. Norme Albaz. Fallen of White, pardon. Semaine Ecclesia. Ecclesia est fait. Semaine un autre. Ça part sur... Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas sous DDG, putain. Et du coup, il peut taper qu'avec lui là-dessus. Et pourquoi il taperait pas la Kagari? Pourquoi il tape pas la Kagari? Ah, il y a Rayo Grave, je suis en ouf. Ok. Et du coup, derrière, et là, maintenant, malheureusement, le problème, c'est en fait, il a stun un tour avec DDG et il a gardé du card advantage. Et en fait, c'était impossible de se débarrasser de ça. Le Fuva, qui l'a tué. Qui l'a vraiment, vraiment tué pour le coup. Maintenant, voilà, honnêtement, les gars, voilà, genre, ça devrait juste pas exister, hein. C'est vraiment unfair as fuck. Je comprends pas comment on peut, laisser dans le jeu. Si, je comprends, mais je trouve ça tellement dommage et genre frustrant qu'on laisse dans le jeu un shifter, 3 fissures, DDG. Elle est limitée ou pas, DDG maintenant? J'ai le souvenir qu'elle a été limitée. En mode elle et je sais plus qui. Même pas, non, je crois pas. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. En fait, il y a un bon moment où genre je comprends que peut-être c'est voulu de les laisser en mode il faut que tout le monde puisse gagner des games et donc il faut ce genre de carte dans le jeu. Mais je pense que c'est une énorme erreur et que ça témoigne vraiment d'une mécompréhension de leur propre jeu à certains degrés qui est extrêmement dommageable, tu vois. Parce que on a vu des belles games là depuis tout à l'heure quand même, on a vu des belles games, mais là c'est la seule game qu'on a vue où bah vraiment il s'est rien passé quoi. Quasiment. Merci beaucoup Hack, merci beaucoup mon gars. À Conky. Si je dis pas de conneries, j'ai la rêve de Conky. Ça rend les games possèdes un peu chiantes, c'est juste de l'auto-win. Non, pas tout le temps, mais voilà, genre par exemple hier, j'ai fait un peu d'Imote. Et j'ai joué 3 games de second. Les 3 games de second, j'ai pris Droll, je jouais Radiant. Bah. Genre c'était difficile, tu vois. Et je peux faire le choix de jouer autour de Droll, mais je le fais pas. Parce que ça me coûte. Comment dire? Genre ça me coûte dans l'autre scénario. C'est-à-dire que s'il y a pas Droll, et qu'au final j'ai joué autour de Droll, bah je me retrouve dans la merde. Et vu que Droll est maintenant encore moins souvent en main, puisque c'est une tour à voler des Tritriov, bah je me retrouve à encore plus la subir quand elle est là, tu vois. Et c'est très chiant. Je régale tes explications, merci mon ref, c'est gentil, merci du soutien. Je te jure, les gens aiment trop la soupe et gagner en activant une carte fer, ouais. C'est comme ça. Ok les gars, bah écoutez, sur cette victoire de Mathis, j'aurais bien aimé faire plus ce soir, mais je dois y aller parce que... Tente de drôle, c'est mignon. Parce que j'avais dit que je finirais max à 19h10. Mais on se revoit demain. Demain, j'essaierai de live vraiment bien à partir de 17h et jusqu'à un bon 19h, 19h30. Désolé. Merci beaucoup, j'ai été béni. Merci, merci, merci. Les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé. Et demain, j'essaierai de voir pour que peut-être l'un des gars dont on parle de la game soit présent. Même si je pense qu'on va regarder la game de Trif contre Millennium. On se rappelle du Mistaken la dernière fois. C'est quoi Mistaken? Non, demain je suis là quoi qu'il arrive. Y a pas d'erreur, y a pas de je sais pas quoi. Demain je serai là quoi qu'il. On se capte les gars, merci beaucoup d'être passé. Ciao. J'aimerais bien inviter Trif, mais en fait je peux pas faire trop de l'anglophone, tu vois. Et puis même si je devais inviter quelqu'un, ce serait peut-être plus Millennium, son adversaire, que Trif, parce que Trif est déjà passé récemment. On s'attrape les gars, prenez soin de vous. Ciao.